Eh bien, bienvenue Alexandre sur iValue. Merci. Tu es chirurgien viscéral et digestif. Tu es aussi fraîchement auteur. Tu vas sortir ton premier livre que je te laisse présenter qui va s'appeler comment? Alors normalement, ça devrait s'intituler Secret de bloc. C'est vrai? C'est pas Si- encore. Si le titre définitif, ce sera celui-là, normalement, ça sera celui-là. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour du titre. Et j'avais effectivement sollicité beaucoup ma communauté initialement pour proposer des titres. Ah ok. Et j'en ai plus de 3000 proposés. Donc j'en ai C'est pas épluché mal. 3000. Et on a sélectionné un. Donc normalement, ça devrait être Secret de bloc. Eh bien, dans ta carrière, aujourd'hui, tu as soigné des blessures complètement folles dont tu parles dans ce livre. Il y a C'est plein le but. d'anecdotes qu'on va évoquer aujourd'hui, mais il y en a encore plein d'autres à l'intérieur de ce livre. Des jambes mangées par des requins, un parachutiste fauché par un avion, et bien évidemment plein d'autres qu'on va évoquer pendant cette partie-là. Tu vas aussi nous donner toutes tes astuces pour qu'on puisse rester en forme. Et à la fin de ce podcast, normalement, tout le monde, à la fin, sera en bonne santé, n'aura plus de l'espère. problème, et en plus aura des anecdotes à aller voir dans ton livre. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous parler un peu de ton parcours dans un premier temps, comment on devient chirurgien, comment ça se passe? Oui, alors le métier de chirurgien, il faut savoir qu'il faut d'abord le faire par vocation. C'est-à-dire qu'on ne Ok. va pas aller faire ce métier en se disant, bon, on va voir ce que c'est. Par hasard, quoi. Par hasard, oui. Ouais. Parce que quand même, il faut savoir que c'est un métier qui est extrêmement prenant, stressant. Donc pour devenir chirurgien, en gros, tu as quand même 13 ans d'études. Alors moi, je te dis ça à mon époque. Maintenant, il y a encore eu beaucoup de changements entre-temps. Mais en gros, on a 3 grandes phases dans notre étude. Il y a l'externat. Donc c'est les 6 premières années d'études de médecine, sachant que tu as la première année qui est un concours. Donc Ok. on doit passer ce concours. Moi, à mon époque, on était 3000 candidats, il y avait à peu près 400 places de médecine. Ok. Une fois que tu valides ce concours, tu as tes 6 ans d'externat. À la fin de ces 6 ans, tu as un autre concours national qui s'appelle l'internat. Donc là, pour le coup, on était à peu près 9000 à passer le concours. Et pour donner un ordre d'idée, pour être chirurgien viscéral à Lille, il y avait 15 places. Ok. Donc 15 places pour ce 9000 candidats. C'est pas mal. Donc sélection rude. Ouais. Donc tu vois, déjà, il faut franchir ces étapes. Et après, une fois que tu valides ce concours, là, tu choisis ton poste d'interne dans la ville où tu vas aller exercer. Donc là, tu fais 5 ans d'internat de chirurgie. Donc c'est là où tu apprends vraiment ton métier. C'est-à-dire que toutes tes années de médecine en amont, elles te servent, mais tu repars à zéro parce que là, tu vas vraiment apprendre ton métier de chirurgien sur les gestes techniques, les maladies qui vont te toucher, comment les opérer, etc. Donc ça dure 5 ans. À la fin de ces 5 ans, tu as une thèse à passer, qui est également assez stressante et ça, c'est également beaucoup de boulot. Et après ces 11 ans d'études, tu as au moins 2 ans de clinica. Donc c'est là où tu vas commencer vraiment à devenir chirurgien senior. Et ça, c'est minimum 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, soit tu peux faire un peu de recherche. Donc si tu veux faire des masters en plus, tu peux le faire. Donc ça te rajoute encore un peu de temps d'études. Ou soit tu décides d'être chirurgien à l'hôpital ou en clinique. Ce que j'ai choisi après secondairement. L'internat, j'ai l'impression que c'est là où il y a énormément d'anecdotes et on vit énormément de choses en tant que chirurgien, même en tant que médecin, et c'est là où on fait ses armes. Est-ce que tu as une anecdote sur tes premières années en tant que interne, justement, et qui te met dans le bain tout de suite Ouais. et qui te dit, où tu dis peut-être même, tu aurais pu pour certaines personnes dire, bah, c'est pas pour moi, et finalement toi tu te dis, bah, en fait, c'est génial, c'est pour moi. Ouais, alors l'internat, c'est rude dans le sens où on travaille comme des acharnés. C'est-à-dire que toi, moi de mémoire, pendant mon internat, j'ai déjà fait des semaines où j'ai travaillé 110 heures sur une semaine avec 3 nuits blanches d'affilée, tu vois. Donc c'est ces trucs qui sont quand même très hard dans le sens où psychologiquement, il faut être solide parce qu'on voit effectivement, on est confronté à la mort des patients, on est confronté à des cas qui sont quand même très graves, donc on pourra effectivement parler, et on n'a pas beaucoup de sommeil. Donc je ne vais pas t'apprendre que la dette de sommeil, qu'on ne dort pas, voilà, donc c'est difficile dans ce point de vue-là. Et moi, toi, par exemple, une anecdote, en tout cas moi qui avait me marqué et qui aurait pu me faire arrêter mon métier, c'est le premier prélèvement d'organes que j'ai dû faire. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans un service où on faisait des prélèvements d'organes et des greffes d'organes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'un nouveau foie, qui est mort par exemple, eh bien, on va attendre que quelqu'un décède pour lui prélever son foie et le mettre dans son corps, à lui. Ok. Donc moi, ce premier prélèvement d'organes, c'était une jeune fille qui avait 16 ans, qui était décédée d'un AVC hémorragique. Donc en fait, elle avait un anévrisme dans sa tête qui s'était rompu et elle est décédée à 16 ans. Et moi, à l'époque, j'en avais 23, 24. Ok. Et donc j'ai fait mon premier prélèvement d'organes en étant jeune sur une fille encore plus jeune que moi. Tu vois. Donc déjà, ça, psychologiquement, tu te retrouves face à la mort avec quelqu'un de plus jeune en te disant, bon voilà, il y a quand même une personne décédée devant toi à qui tu vas devoir prélever tous ses organes pour ensuite les transplanter ailleurs. C'était déjà une première épreuve psychologiquement difficile. Ok. Voilà. Ça, c'est une première épreuve. Alors bien entendu, après, il y a tous les trucs marrants. Bien, il va y en avoir, mais là, à ce moment-là, en tant que médecin, on est préparé. Pas du tout. Ah, non, pas du tout. Ah non, Je t'es pensais que jamais t'allais me répondre confronté à oui ça. en plus. Tu n'es Ok. jamais confronté à ça. En fait, tu te retrouves confronté à un mur du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu fais des gardes, tu as des urgences et tu as les aléas, tu as les variables que tu ne maîtrises pas sur ces urgences-là parce que c'est urgent. Ouais. Donc tu te retrouves confronté à cette situation, mais tu n'es pas préparé. Donc c'est là où il faut te dire, enfin te créer entre guillemets un mur psychologique face à ça où
t'arrêtes. Parce qu'en fait, quand on devient chirurgien, même médecin, de manière plus large, on est là pour sauver des gens. On essaye Voilà. de repousser la mort au maximum. Là, première intervention, entre guillemets, première intervention. Premier cas où la mort, en fait, là, il y a même. Bah, la mort était Ouais, inéluctable, tu peux rien mais faire. encore une fois, toi, maintenant, en tant que chirurgien et médecin, on trouve toujours des plans B, entre guillemets. C'est-à-dire que certes, on a du mal parfois à accepter la mort de nos patients, mais parfois on n'a pas le choix. Et on a ces subtilités-là, entre guillemets, pour dire que la mort n'est pas vaine. Et on peut justement utiliser ce procédé de prélèvement d'organes pour donner, en tout cas augmenter l'espérance de vie d'autres patients qui en auraient besoin. Alors que ce n'est pas une mort inutile, quoi. Il y a une anecdote aussi, peut-être un peu plus. Qui se termine bien, pour le coup, rapidement, où tu te dis, c'est OK, on est confronté à ça, mais on est aussi confronté à ça qui emmène plus des choses Ouais. plus belles, en tout cas, J'ai qui continuent, quoi. une belle anecdote. Bon, après, que je raconte aussi un peu dans mon bouquin sans trop la spoiler. Mais toi, c'était un patient qu'on avait opéré. Alors, c'était à la base un cancer du pancréas. Donc, déjà, les cancers du pancréas, ce n'est pas de bon pronostic. Bah, généralement, je crois, c'est à ce qui paraît, quand t'as C'est l'un du des plus pancréas, effroyables, en tout cas dans ma discipline. normalement, quand on te l'annonce, normalement, c'est fini, à ce qui paraît. Alors, c'est toujours pas, ça dépend à quel stade Ok. on le découvre, tu vois. Mais c'est sûr que le cancer du pancréas, quand il est déjà parti ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des métastases qui sont créées, souvent, effectivement, on fait de la chimiothérapie, on n'a plus grand-chose à te proposer. Mais quand on le découvre à un stade débutant, maintenant, on opère et on arrive quand même à sauver des gens. Donc, ce patient, en l'occurrence, c'est un patient qu'on avait opéré et qui, 5-6 jours plus tard, en pleine nuit, on m'avait appelé pour me dire qu'il était en train de saigner la rage. Il était 3 heures du mat et il saignait de partout. C'est-à-dire qu'il y avait, souvent, on laisse des drains dans le ventre pour surveiller un petit peu ce qui se passe dans le ventre après une chirurgie. Ok. Et ça saignait pleine balle de partout. Et donc, ce patient, il était presque en arrêt cardiaque. Ok. Tu avais l'anesthésiste, les infirmières qui le massaient, il y avait du sang qui giclait de partout. Et donc, nous appelle forcément. La seule solution, c'est de l'opérer pour le sauver. Donc, quand je suis arrivé sur place, l'anesthésiste me dit Alex, laisse tomber, il est mort. Donc, je lui dis non, il n'est pas mort, il saigne en jet, donc le cœur bat encore, donc ça pulse, donc il est pas mort. Donc, on le pousse au bloc et on y va. Et donc, pour le coup, on va au bloc opératoire, mais vraiment chirurgie de guerre. C'est-à-dire que on dessape tout. Moi, j'enlève toutes les agrafes qu'on avait mis de la première chirurgie pour réouvrir son ventre avec un externe que j'avais pris dans le couloir parce que j'avais personne pour m'aider. Et donc, on se retrouve dans un bain de sang. Et donc, on retire le sang. Enfin, c'est des caillots qu'on retire comme ça à l'appel, à l'appel, à l'appel. Et j'avais trouvé l'artère qui saignait en l'occurrence. Donc, on met un clan sur l'artère. Là, le patient ne saigne plus. Et l'anesthésiste me dit Alex, son cœur rebat. Est-ce qu'il est vivant? Qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, ce patient, au final, on a réussi à le sauver, alors qu'à la base, il était étiqueté mort. Donc ce patient, quelques jours plus tard, il est sorti du service, et sa seule plainte, c'était cette douleur thoracique, tellement on l'avait massé pour le récupérer. Tu vois. Wow. Mais au final, ce patient, il a quand même survécu, alors qu'on a vraiment opéré un mort, entre guillemets, à la base, Ok. qui est revenu à la vie. Donc c'est presque pas des miracles, mais on a quand même des belles Dès le- fins, quoi, tu vois. Dès le début, tu as quand même des belles anecdotes en tant qu'interne. Parce que c'est dû à Parce qu'aujourd'hui, tu es spécialisé dans les viscères et le digestif, Ouais. c'est ça? Donc c'est dû à cette spécialisation, ouais. Ouais. Ou c'est partout Alors, dans ton pareil? internat, en fait, tu fais un internat de chirurgie générale, c'est-à-dire qu'on touche Ok. un peu à tout pour savoir quelle chirurgie on devrait faire plus tard. Moi, en l'occurrence, je savais que je voulais faire la viscérale, mais on passe un peu à tout. On fait de l'orthopédie, de la traumato, tout ce qui est os. Ok. On passe en urologie, tout ce qui est vessie, etc. Chirurgie vasculaire, voilà. Neurochirurgie, on passe dans plein de types de chirurgies différentes. Et donc, quand on fait nos gardes aux urgences, c'est des urgences de chirurgie générale. Ok. Donc, on a de tout. Oui, donc là, c'est vraiment la formation sur tous les pans. Ensuite, tu te spécialises. Et pourquoi Voilà. toi, tu veux te spécialiser dans ce La système-là? alors la dans le système viscérale, parce digestif, qu'en fait, viscéral. la viscérale, elle regroupe plein de choses. C'est-à-dire que nous, en chirurgien viscéral, on s'est touché un peu à tout. C'est-à-dire que déjà, dans le ventre, on a énormément d'organes, donc c'est très variable. C'est-à-dire que chaque être humain a une anatomie différente. Alors, on a tous une anatomie de base, mais il y a beaucoup de Ok. variabilité interindividuelle. Et on sait faire de la chirurgie vasculaire, on sait faire un peu de chirurgie gynécologique, un peu de chirurgie urinaire. On sait Ok. toucher à peu près à tout. Et donc, je voulais prendre cette spé parce que je ne voulais pas me faire chier, entre guillemets, dans ma vie. Et en passant en orthopédie, l'orthopédie, c'est une très belle spécialisation, mais j'avais peur que ce soit un peu trop répétitif comme les autres disciplines. Et je trouve que la viscérale, c'était très diversifié. Dans le sens où on fait dans le ventre, mais également l'œsophage, parce que l'œsophage, ça passe de la bouche jusque-là, donc on fait aussi un peu de chirurgie thoracique, donc on touche un peu à tout. T'avais peur de te faire chier. Est-ce que c'est le cas? Tu te fais chier aujourd'hui ou... Pas du tout. Pour rien au monde, je changerais de métier. Là, Moi, je m'éclate. là, tu disais que 80%, entre guillemets, on est quasiment tous pareils. Je sais pas si tu as dit 80%, mais À peu près, ouais. on est à peu près dans ces zones-là. Ouais. Les spécificités qu'on a différentes par rapport à chaque individu, elles sont dues à quoi? C'est la génétique? Alors oui, il y a une grosse part de génétique. Alors tu vois, des exemples très rares, mais qu'on peut voir par exemple dans certaines séries, c'est ce qu'on appelle des situs inversus. C'est-à-dire qu'on a tous les organes à l'envers. Ouais, j'allais dire Voilà. le cœur plus à Voilà, tu as le cœur à droite qu'à droite, gauche. au lieu d'avoir l'appendice à droite, c'est à gauche, et puis en fait, tous tes organes sont inversés. Après, Ah tu peux ouais. aussi avoir d'autres variations sur ton intestin
intestin qui peut parfois se tourner dans un certain sens, qui fait que en fait, toutes tes tripes peuvent être à l'envers. Et donc, tu as toutes ces variables-là. Et après, tu as des variations sur les vaisseaux. Alors que bon, nous, on a tous une anatomie vasculaire standard, mais après, il y a plein de variations, comme une autoroute avec des voies de dérivation. Ben là, c'est pareil, le corps peut faire des voies de dérivation chez des individus. Les voies biliaires, tout ce qui est voies biliaires au niveau du foie, de la vésicule biliaire, tu as plein de variabilité aussi là-dedans. Donc, c'est ça qui fait qu'on doit savoir s'adapter à tout ça. Et quand Chaque ça corps arrive, humain est différent. et quand ça arrive, le fait d'avoir ce système qui soit un peu inversé, qui soit complètement inversé, est-ce qu'on on le remet dans le bon sens Non, ou on le laisse comme ça? Ah non, on s'adapte, on opère comme tel. En fait, le but d'un chirurgien, c'est de savoir s'adapter à son patient. Ok. Moi, jusqu'à preuve du contraire, chaque patient est différent, chaque cas est unique, et donc c'est un renouveau à chaque fois. Et donc on s'adapte à chaque fois à chaque situation. Est-ce que la vie d'un chirurgien, ça ressemble à ça une journée type pour toi, c'est, je suppose que tu n'es pas dans les aéroports en train de traîner en espérant qu'il se Non. passe quelque chose. Mais ça, c'est ce qu'on a aux urgences, hein, c'est la cour Ok. des miracles, hein, les urgences. Quand on est interne, etc., on a un peu tout. Alors on a des urgences de quelqu'un qui tombe, qui a un bobo, quelqu'un qui a un abcès, des trucs bateaux, Ok. et à l'inverse, on peut avoir des trucs exceptionnels qui arrivent. Là aujourd'hui, ta journée type, ça ressemble à quoi? Alors maintenant, je suis plus à l'hôpital, je suis en clinique. Ok. Donc on a quand même un service d'urgence dans la clinique, donc on a quand même des urgences, mais c'est plus en fait toutes les urgences graves, les accidents de la voie publique, etc. En fait, ça va à l'hôpital parce qu'il y a une réanimation derrière et le SAMU priori justement là on a des services pour le post-opératoire des patients qu'on n'a pas dans notre clinique. Donc nous on fait des urgences, mais moins trash entre guillemets que je pouvais faire avant à l'hôpital. Donc une journée type d'un chirurgien libéral, c'est une journée où je fais de la consultation, où je vais programmer mes patients pour les opérer plus tard, une journée où j'opère toute la journée, et en fait, incorporé dans ces journées, il y a des urgences qui peuvent se rajouter. Ok. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est un truc entre mes standards, c'est on prend rendez-vous, on prépare, on y va, et à la fin, tu opères. Absolument. Et les gens sortent tout le temps vivants de leur consultation. Est-ce qu'il y a des patients qui reviennent est-ce que tu as des patients types qui viennent te voir pour des problèmes particulier ou c'est toujours la même chose ou c'est complètement différent à chaque fois? Alors non, ce que je dis, c'est comme c'est de la viscérale, on est large dans notre panel de patients, surtout si on ne se surspécialise pas dans nos disciplines. Donc moi, je fais beaucoup de cancérologie. Ok. Donc, tout ce qui est cancer du côlon, du rectum, un peu de l'estomac. Voilà. Avant, je faisais du cancer du pancréas, du foie, mais ça qu'on ne fait plus parce qu'il faut le faire à l'hôpital, parce qu'il faut de la réanimation, etc. derrière. Donc on a quand même une patientèle de cancérologie qui est assez large. Après, à côté de ça, on a tout ce qui est proctologie, donc problèmes au niveau de l'anus, hémorroïdes, fissures, fistules, abcès, etc., qui sont au final des problèmes qui sont extrêmement récurrents, un peu tabous, dont les gens ne veulent pas trop parler. Et donc nous, on en fait énormément de ça. Ok. Et après, tout ce qui est problème de parois, tout ce qui est éventration, hernie, problème de vésicule biliaire, tout ce qui est chirurgie de la peau, des petits cancers de la peau, etc. On en fait beaucoup, ça c'est de la chirurgie. Ah, même en étant Ouais. spécialisé dans ta thématique. Ouais, Ok. en fait, nous on s'est touché un petit peu à tout et je ne vais pas te l'apprendre, mais les dermatologues, ils ont des délais de rendez-vous, c'est 1 an parfois. Oui, je Et donc au confirme. final, si on peut rendre service aux patients pour leur retirer un petit cancer de la peau débutant et attendre 1 an pour éviter que ça ne se transforme en quelque chose de plus grave, on peut le faire. Il y a une vidéo que tu as fait, parce que là tu parles de peau, tu parlais de toute la zone au niveau de l'anus, tout ça, du rectum. Il y a une vidéo, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est Ouais. un kyste sacro-coccygien. Pylonidal, ouais. Ouais, Ah, ça, ce truc-là. la qui- hantise de tout le monde, ça. Pourquoi c'est quoi Alors je sais que ça, en fait tu le découvres presque par hasard, tu sais, tu tombes dessus et tu te dis Ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Mhm. Et j'ai l'impression que ça, en tout cas ça attire l'œil et en même temps c'est un truc dont personne ne parle, j'ai l'impression aussi également et qui est hyper douloureux ou hyper compliqué. Tu veux nous en parler? C'est quoi? Alors ça, j'en parle dans mon bouquin justement, Ouais. parce que je me suis rendu compte, par le biais de cette vidéo, tu vois, par exemple cette vidéo que j'avais fait, je sais pas, en 3 minutes, elle fait 15 millions de vues. Hein. Ouais, j'ai pour 6 ça. 000 commentaires, Ah enfin, ouais, c'est un grave. truc, je me suis dit, mais pourquoi? Et donc je me suis amusé à lire tous les commentaires. 5 000, hein. Ça m'a pas pris un mal. temps de fou furieux. Et donc j'ai regardé tout ça. Et en fait, tu te rends compte que ça touche déjà, en fait, ça touche majoritairement les adolescents, 20 à 30 ans, Ok. en pleine poussée pubère. C'est des poils qui poussent à l'envers en haut de l'arrêt des fesses. C'est-à-dire Ok. qu'au lieu de sortir de la peau, ils poussent à l'envers en haut de l'arrêt des fesses et ça forme un kyste parce que comme le poil pousse en dessous de la peau, c'est un corps étranger, donc le corps va développer une sorte de membrane autour pour l'isoler. Ok. Sauf que tous les poils vont s'amuser après à pousser dedans. Donc tu as une cavité en dessous de la peau qui se Ok. remplit de poils. Mais tu as des liasses de cheveux dedans. Hein. Des liasses de cheveux. Mais c'est quoi? C'est génétique? Qu'est-ce qui fait que ça? Alors, il y a une part de génétique qu'on essaie d'expliquer avant, où il y a des malformations embryonnaires qui persistent et qui entraînent justement ces fossettes en haut du sillon interfécier qui peuvent Ok. persister. Et après, à l'inverse, de l'autre côté, et c'est ce qui commence à devenir de plus en plus fréquemment, en tout cas mis en avant, c'est la morphologie, le morphotype des patients. Donc c'est Ok. beaucoup plus les hommes obèses en pleine poussée pubère. Ok. C'est un site où on est tout le temps assis, Ok. souvent très assis. Quand on est gros et qu'on a beaucoup de poils, eh bien, ça augmente largement le risque de le faire, surtout en pleine poussée puberté avec les hormones. Ok. Et donc en fait, c'est la hantise de tout le monde parce que soit ça se manifeste par un abcès qui fait extrêmement mal,
Genre les patients, ils arrivent, ils préfèrent mourir que. Ah Ou ouais. alors, ils disent mettez-moi un coup de bistouri, ils ne m'endormaient même pas, quoi. À ce C'est-à-dire, point-là, ok, d'accord. juste pour. En fait, c'est une cavité sous tension, plein de pus, donc ça fait une douleur. Ton cœur bat dans ton cul, quoi. En gros, les gens Waouh. disent ça. J'ai l'impression de Ok. sentir mon cœur battre dans mon cul. En gros, c'est Ok. ça. Et l'autre versant, c'est tu as des trous en haut de l'arrêt des Ok. fesses et en fait, ça coule un peu tous les jours. Et ça, si on conserve longtemps, qu'est-ce qui se passe? Bon, soit ça coule comme ça tout le temps et puis Ça, surtout en fait, tu ça vas se draine avec. tout seul, presque Ouais, ça? c'est en fait Ok. comme c'est ouvert à la peau, ça coule tout seul. Ok. Ou soit quand ça se manifeste par un abcès, tu es obligé de passer par la cache-chirurgie. La plupart du temps, ça souille les sous-vêtements. Après, même les femmes, hein, les jeunes femmes de 20 à 25 ans, Ok. quand tout est sale au niveau des sous-vêtements, elles n'aiment pas. C'est Ouais. quand même moche, tu as des trous en l'arrêt des fesses. Donc, en règle générale, il vaut mieux le traiter quand même. Ok. Voilà. Ça, j'ai découvert, je l'ai découvert magnifique. dans ce truc-là. Et à ce qui paraît, je crois qu'il y a même une évolution de la chirurgie en fait. Avant, c'était hyper douloureux. Je crois qu'il y a une sorte de mèche, je crois. Alors, Et maintenant, il y a une nouvelle technique. Tu t'en parlais dans ta vidéo. en fait, je tu l'ai vois. développé cette technique, ça qui Ah, est c'est toi qui marrant. l'as développé? Alors, ça existait déjà en amont, Ok, mais d'accord. je l'ai développé justement là où je Ok, travaille. d'accord. En fait, avant, on te retirait le kyste, c'est-à-dire qu'on te faisait un trou comme ça en haut de l'arrêt des fesses jusqu'au Oh. sacrum. Donc, c'est-à-dire qu'on t'enlevait tout et on voyait ton sacrum. Ok. Et donc, il y a eu plusieurs idées de refermer, pas refermer, mettre des mèches, mettre une vague thérapie, c'est une mousse qui aspire dessus. En plus, la vidéo qui sort là chez Dr Good, c'est là-dessus, là tout à l'heure. Et on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter de retirer le kyste et de le traiter différemment? Ok. Et donc, en fait, maintenant, là, ce que je commence moi à mettre en place, c'est un traitement. Alors, tu peux le faire soit par laser ou une sonde de radiofréquence. Bon, c'est une Ok. source de chaleur émise par une sonde. Et en fait, on passe par les trous au niveau de la peau. Ok. On passe la sonde. Alors, le but, c'est de retirer tous les poils, de laver la cavité en dessous qui peut parfois être amenée à être remplie de bactéries. Et une fois que tout est propre, tu rentres une sonde et tu brûles le kyste par l'intérieur. Ok. Donc, en fait, il n'y a plus de cicatrices. Ça marche plutôt bien. Les soins sont beaucoup plus courts parce qu'il y a des patients, ils peuvent faire des soins pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans avant. Hein. Ils se retrouvent avec un trou qui ne se ferme pas, ça coule tout le temps, enfin, c'est l'enfer pour eux. Et donc maintenant, on essaye de faire ces traitements par laser ou radiofréquence pour diminuer le temps de cicatrisation, pas avoir de cicatrices Ok. ou très peu de cicatrices visibles, ce qui est important pour des jeunes, hein, notamment pour des femmes, des choses comme ça. Et ça marche plutôt pas mal. Bah, c'est vrai que là, si on a ça, pour s'asseoir après, c'est compliqué quoi. En fait, ils restent assis sur une bouée, les gens, le temps que ça se ferme. Donc toi, T'as quand dit tu es un jeune, an. quand tu vas en études, Ah etc., ouais. tu avec ta bouée, c'est quoi, tout le monde se fout de ta gueule, enfin toi, c'est pas cool, quoi. Donc tu as l'impact, tu as la qualité de vie qui est vachement impactée pour ces jeunes Ok. adolescents. J'espère que ça ne vous Ouais, moi arrivera non pas. Quelle est l'opération que tu fais le plus souvent actuellement? En tout cas, Celle-ci commence à avoir. Moi, je te dis, j'opère des patients qui viennent du sud de la France parfois pour venir me voir, des trucs comme ça. Enfin, ça a pris un essor. Parce qu'en fait, je pense que les gens cherchent justement une alternative parce qu'ils ne veulent pas se faire opérer. ok. En fait, ils ont peur de se faire opérer parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec cette grosse balafre, etc. Donc, ça commence, c'est une chirurgie que je fais beaucoup. Après, la chirurgie la plus fréquente, c'est la vésicule biliaire. L'ablation de la vésicule biliaire, on en fait 60 000 ou 80 000 par an en France. Tu vois. Ok. Donc, c'est ceux qui ont des calculs, des cailloux là, dans la vésicule biliaire. Je fais quelques vidéos dessus pour montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et souvent, Ouais, les gens j'ai sont vu la surpris. vidéo où on voit des trucs de fou, je pense. Ouais, c'est des cailloux, c'est des pierres qui sont dures comme ça. Et moi, souvent, je les remets à mes patients une fois que j'ai fini, parce qu'il y en a qui me disent j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, donc je leur remets. Donc, ça, c'est une des interventions qu'on fait des plus fréquemment, en tout cas dans ma discipline. Forcément, j'ai deux questions là-dessus. C'est comment on fait, qu'est-ce qui fait qu'on a des caillots et on peut vivre sans vésicule biliaire? Ouais, alors on dit calcul, Calcul. lithiase ou caillou. C'est Caillot, c'est le sang qui coagule dans le sang. Non, mais je te Excuse-moi. le dis parce que Mais tout le monde fait t'as très bien l'amalgame. fait. Mais comme ça, je le dis. Et alors, comment alors, c'est quoi le pic de fréquence des calculs en vésicule biliaire? C'est les femmes obèses ménopausées de plus de 50 ans. Donc, le maillon faible de la vésicule biliaire, c'est les femmes obèses qui sont ménopausées. Ok. Pourquoi? Parce que, en fait, les calculs, ça se forme comment? C'est du calcium et du cholestérol qui cristallisent ensemble dans la vésicule biliaire. Parce que la bile qui est dans la vésicule biliaire, elle a du mal à se vidanger. Parfois, la vésicule biliaire ne se contracte pas bien. Donc, ça stagne. Et quand on a une bile qui est riche en cholestérol, par exemple, eh bien, ce liquide qui va stagner va cristalliser et former ces calculs. Alors, ça demande du temps. Hein. Il faut au moins 5 ans pour commencer à former des calculs. Puis, ils auront chacun leur couleur, leur forme, leur taille différente. C'est une huître perlière, moi, je le dis toujours. Quand on va ouvrir une vésicule biliaire, on ne sait pas ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Tu vois. Ok. Mais c'est un peu l'idée. Et donc, pour faire de la prévention là-dessus, ça passe et avant tout par l'hygiène de vie. Voilà, c'est les activités physiques et sportives régulières, les manger diversifié, limiter le gras, l'alcool, le tabac, enfin, tout ce qu'on peut dire au quotidien. Oui. Pour le coup, pour une vésicule biliaire, ça marche plutôt bien. Quoi. Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent donner l'idée qu'on va en avoir? Les signes avant-coureurs. Des signes avant-coureurs, très bien. Absolument. Alors, pareil, les vidéos que je faisais dessus, ça marchait plutôt aussi pas mal. Et en fait, tu as quand même beaucoup de personnes qui disent j'avais l'impression qu'on me plantait un coup de poignard dans le ventre. Alors, c'est rarement aussi fort que ça, mais souvent ce qu'on appelle la colique hépatique, quand le calcul vient boucher la vésicule biliaire. Ok. En fait, comme la vésicule, elle n'arrive plus à se vider, elle force, elle va se dilater, et tout organe qui se dilate
corps fait mal, comme les calculs urinaires Ok. dans les reins. Là. Ouais, Parce que ton colique et non, colique néphrétique. néphrétique. Tu as la néphrétique et tu Et as la l'hépatique pour ok. la vésicule biliaire. Donc ce sont des douleurs qui sont comme ça localisées en hypocondre droit, en bas au niveau de l'abdomen, qui durent souvent maximum 6 heures, mais qui sont atroces, spasmodiques 6 heures, et un peu ok. comme des coups de poignard. Ok. Et donc après, quand le calcul se libère, que la bile se vidange, ça passe. Mais si ça persiste, que tu fais de la fièvre ou que tu as d'autres complications, ou que tu viens même de jaune parfois, hein, les calculs qui partent et qui bouchent la bile, qui repart dans le sang, là c'est des complications beaucoup plus graves. Avant le calcul, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de symptômes. Non. Donc c'est. Bah, en fait, on peut trouver des calculs, c'est par exemple quand tu fais une échographie ou un scanner pour autre chose. Ok. Mais voilà, mais c'est à partir du moment où c'est symptomatique, où on va se poser la question est-ce qu'il y en a et si on va t'opérer ou pas. C'est pas parce qu'on a des calculs qu'on va te retirer la vésicule. C'est que si tu as des symptômes. On peut vivre sans vésicule biliaire alors. Très bien. En fait, c'est le foie qui fabrique la bile. Ok. Et la vésicule biliaire ne fait que stocker la bile fabriquée par le foie. Et en fait, quand on mange principalement du gras ou de l'alcool, c'est là où elle se contractait pour chasser la bile dans l'intestin et digérer ça. En fait, la bile, c'est surtout pour digérer le gras et l'alcool. Donc les symptômes, quand on a, c'est quand tu bouffes un McDo, que tu prends une bière, et là, j'ai mal au ventre. C'est typique. Ou des douleurs le soir. Combien tu fais d'opérations ou combien fait d'opérations maximum un chirurgien anastomatique aujourd'hui? Alors ça dépend des chirurgies que tu fais. Moi, j'ai déjà fait 12 chirurgies sur une journée. Mais encore une fois, c'est peut-être des interventions plus courtes. Ouais. Et à l'inverse, tu peux faire une seule chirurgie qui te prend 10 heures. Par exemple? Cancer du pancréas, cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac, des greffes, des choses comme ça. Donc tout dépend en fait de ce que tu mets au bloc opératoire. Et donc nous, on connaît entre guillemets nos durées opératoires. Tout au moins, en l'occurrence, mes vacations, c'est 8-18 au bloc. Donc je sais combien de temps je vais mettre pour chaque intervention, même si tu as des variables non maîtrisables, tu peux avoir des surprises pendant l'intervention que tu ne maîtrises pas. Mais voilà, soit on peut en opérer 10 sur une journée ou 2. Tu as déjà opéré des personnes d'une maladie rare ou que tu n'avais jamais fait jusqu'à présent? Bah, à l'époque, quand j'étais au CHU, au Centre hospitalier universitaire régional de Lille, comme tous les CHRU, c'est là où il y a tous les cas un peu exceptionnels qu'on peut opérer là-bas, tu vois. Donc, je dis en amont, là, tout ce qui est chirurgie de la greffe et des choses comme ça, c'est quand même des choses exceptionnelles à faire et à voir. Et après, effectivement, bah, tu as des cancers extrêmement rares qui se manifestent par des symptômes extrêmement rares. Par exemple? Moi, si tu veux, moi, il y avait un truc qui m'avait toujours marqué. Alors, c'était pas quelque chose de rare, c'était un cancer du côlon. Ok. Mais qui était tellement volumineux qu'il avait envahi l'estomac, le diaphragme et le cœur. Et donc, c'est quelqu'un au final qu'on a pu opérer, mais on lui a retiré donc un bout de côlon, un bout d'estomac, un bout de diaphragme, un bout de cœur. Et après, on a réparé tout ça avec des artifices qu'on crée en chirurgie. Ok. Mais ça, on a dû couper des côtes aussi parce que ça mangeait un peu la côte. Donc, on Ok. avait retiré 2 ou 3 côtes. Enfin, toi, c'est des trucs un peu exceptionnels, quoi. Bah, j'allais te poser une question de est-ce que tu as déjà forcément annoncé des cancers? Parce que je pense qu'il y a le fait de vouloir les soigner, mais il y a aussi il y a le diagnostic qui arrive quand on doit annoncer quelque chose comme ça à quelqu'un. Ça se passe comment, toi? Tu le vis comment? C'est également un sujet dans le bouquin. Tiens, mais En fait, tu lis dans mes pensées pour ce bouquin, là. on bosse bien, Ouais, Shai je Value, on bosse pense bien. qu'on est pas mal. Effectivement, encore une fois, c'est un truc qu'on ne nous prépare pas à faire pendant nos études. Tu apprends ça sur le terrain. Quand tu es interne, tu regardes tes chefs faire les annonces de cancer, mais ce n'est pas toi qui le fais. Alors que toi, ta verbalisation des trucs et ton feeling avec ton patient, tu vas le découvrir au fur et à mesure du temps. Donc c'est quelque chose de très difficile à la fois pour le chirurgien et le patient. Parce que le patient, sa vie va se transformer en un avant et un après à partir du moment où tu as prononcé le mot cancer. Tu vois. Ouais. Parce que tout le monde se dit cancer, je vais mourir. Hein. Donc, moi, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois en me disant, le patient que j'ai en face de moi, souvent, on me l'adresse pour une chirurgie de cancer. Alors que ce n'est pas moi qui fais le diagnostic de cancer, tu as le gastroentérologue en amont ou le médecin qui ont fait le diagnostic, qui ont fait la coloscopie, le scanner, donc le cancer, et voilà. Et moi, on me l'adresse pour l'opérer. Donc moi, parfois, je commence en disant, bah voilà, est-ce que vous avez des questions sur votre cancer, etc. Et là, boum, gros blanc. Oh là là. Et en fait, je me suis rendu compte que le patient en face de moi ne savait pas qu'il avait un cancer. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, tu vois. Donc maintenant, je fais extrêmement attention comment j'articule ma consulte. Et je commence toujours pareil, je fais bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Donc il me parle un peu et après je demande toujours qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez compris? Ok. Comme ça je sais sur quel terrain je vais avancer après avec mon patient. Et donc après, le cheminement va faire que souvent moi j'essaie de réexpliquer tout son cas clinique pour arriver au diagnostic de tumeur. La tumeur, Alors une tumeur ça peut être du cancer ou pas, on dit Ok. tumeur bénigne ou maligne. Bénigne Ok. c'est pas du cancer, malin c'est du cancer. Si j'ai la preuve noir sur blanc que c'est un cancer, je vais utiliser le mot cancer. Si je n'ai pas la preuve noir sur blanc que c'est un cancer au microscope, je ne Ok. l'utilise pas. Parce que voilà, ça m'est déjà arrivé de dire vous avez un cancer, et puis au final, ce n'en était pas un. Donc il faut toujours faire très attention, il faut peser ces mots. Et donc ça, c'est quelque chose de très important dans nos consultations. Et on apprend tout ça au fur et à mesure du temps, quoi. Ça, c'est stressant. Moi, toi, j'ai eu ouais, des tu gros m'étonnes. stress, Ouais. même de la culpabilité, à me dire j'ai fait souffrir mon patient alors que je ne voulais pas le faire souffrir. Mais voilà, c'était une maladresse, mais je ne le savais pas. Je pense qu'il y a. Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? Il y a souvent des gens qui ont dit que ça a été comme un coup près et que
Tu vois, il y a souvent dans les films, on leur annonce un peu en genre bonjour, non, non, asseyez-vous, surtout des films aux États-Unis. On arrive, bonjour, vous avez un cancer, voici comment ça va se passer, Et en fait, c'est un peu ce que tu disais, hein, je viens parce que je sens que j'ai un problème, mais je repars avec un problème encore plus grand Ouais. en étant venu. Donc, genre, c'est Bah, hyper en fait, toi, difficile, tu vois. tu n'as pas de bonne solution parce que tu t'adaptes au profil psychologique de ton patient. Ok, Moi, j'ai des patients, je vais leur dire ça, ils s'en foutent, limite, ça va les booster. Allez, vas-y, on y va, ça va aller. Et il y en a d'autres, ils vont s'effondrer. Donc, en fait, le plus important, je pense que c'est de cerner le profil psy de ton patient en face de ok. toi, en lui posant plein de questions. Voilà, même c'est con, mais il fait quoi dans la vie? T'as quel âge? T'es marié? T'as des enfants? Rien à voir avec le truc. Puis après, tu chemines progressivement pour lui expliquer comment on arrive au diagnostic. Parce que quand les gens comprennent Ok, comment on en est arrivé là, alors que leur dire tu as un cancer, alors là, en fait, ils vont vriller dans leur tête. Pourquoi? Parce que soit ils ont une expérience dans leur vie, leur sœur qui est Hmm. morte d'un cancer il y a 1 an, donc ils vont. Voilà. Ou alors ils n'ont pas du tout d'expérience avec ça. Donc le plus important, c'est d'y aller progressivement pour pas qu'ils se retrouvent face à un mur. Tu vois? J'ai une question qui vient, qui est simple, c'est est-ce qu'il y a plus de cancers maintenant qu'avant? D'après en tout cas ton ressenti ou des informations que tu as? Alors on en prend en charge beaucoup plus, les courbes le montrent. C'est pas forcément qu'il y en a plus, c'est qu'on en dépiste plus. Ok, Parce que voilà, tu vois, à chaque mois, tu as Octobre Rose, tu as Mars Bleu, enfin, voilà, il y a plein de dépistages qui se mettent en place. Alors, notamment chez la femme, cancer du sein, cancer du col. Chez hommes et femmes, tu as le cancer colorectal. La prostate, c'est pas encore un truc confirmé on va faire du dépistage, mais on en dépiste beaucoup plus. Donc, ok. on en opère beaucoup plus. Donc, on a l'impression qu'il y en a plus, mais en fait, ça se trouve, il y en avait peut-être le même nombre qu'avant. Sauf que les Mais gens, sauf qu'avant, ouais, on les diagnostiquait à un stade, c'était déjà trop tardif. ok, Donc, est-ce qu'il y a de l'environnement qui joue dessus? Alors maintenant, moi, j'en ai quand même ressenti qu'on fume beaucoup moins. On boit quand même beaucoup moins parce qu'il y a quand même des campagnes publicitaires à dire arrêtez tout ça, mangez mieux, bougez plus. Et je pense que tout ça, ça commence à rentrer un peu dans la tête des gens. Il y a aussi le fait qu'il y a des cancers ou des gens qui sont hyper jeunes. On a l'impression qu'il y a des Ouais. cancers en tout cas, de mon point de vue à moi, d'homme sur cette partie-là, il y a quand même des gens qui ont des cancers vachement plus tôt. Avant, forcément, on les détectait plus tard parce qu'il y avait des signes en fait, quand on le détecte, c'est la fin presque. Ouais. Là, on les détecte, il y a aussi des enfants qui en ont. J'ai l'impression Ouais. qu'avant, il n'y en avait pas autant. Peut-être que je me trompe. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Mais en fait, tu as la part génétique qui joue beaucoup. Alors quand c'est des cancers chez des moins de 30 ans, c'est souvent des mutations génétiques. Et en fait, maintenant, alors peut-être qu'avant, le problème c'est qu'avant, on n'avait pas cette mentalité de génétique. Et donc, les gens qui ont un cancer à des stades précoces, chez qui on arrive à trouver des mutations génétiques, Ok. qui ont déjà des enfants, on va aller chercher ces mutations chez les enfants. Ok. Donc, en fait, on avance quand même beaucoup plus sur le dépistage de ces cancers mutés. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on en parle plus. Ok. On le médiatise beaucoup plus aussi parce qu'on a ces possibilités-là de ce qu'on appelle de faire de l'oncogénétique. On détecte, comme tu disais, un peu ces cancers de personnes qui sont jeunes. J'avais cru comprendre que les cancers détectés jeunes, comme ça, étaient plus Agressif. agressifs que ceux pour les adultes. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Ouais. Bon, après, si tu fais un exemple, bon, maintenant on commence beaucoup à en parler, le cancer des seins, Ouais. muté BRCA1, BRCA2, alors même si ce n'est pas ma discipline, je peux t'en parler. Ceux qui ont ces mutations-là prouvées, par exemple, je pense que c'est Angelina Jolie qui s'est fait faire une mastectomie bilatérale, c'est-à-dire qu'elle s'est fait retirer les 2 seins pour se protéger d'un éventuel cancer. Ok. Nous, dans notre discipline, on a certaines mutations génétiques, par exemple pour le cancer de l'estomac, alors je ne sais plus quel est le nom de la mutation, mais il y a une certaine mutation qui fait qu'on peut te proposer à 20 ans de te retirer tout ton estomac. Pareil pour le cancer du côlon, ce qu'on appelle une PAF, alors c'est les polyadénomatoses familiales, ce sont des gens qui développent des centaines et des centaines de polypes dans le côlon. On peut leur proposer une colectomie totale, c'est-à-dire leur retirer la totalité du côlon à 20 ans. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'un cancer, chez les jeunes, c'est plus, C'est la mutation plus génétique, agressif? c'est parce qu'en fait les cellules, comme tu as une mutation génétique, elles se développent beaucoup plus vite. Ok. C'est cette mutation-là, c'est dans tes gènes, c'est-à-dire que c'est non modifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer dessus. Et donc ce n'est pas un cancer qui est entre guillemets à cause d'une atteinte environnementeuse. Par exemple, si tu fumes, tu bois, ça va mettre du temps avant de développer un cancer. Que là, comme c'est génétique, c'est tout de suite d'emblée. Et donc, Ah ça ouais. va se transformer très vite. J'ai cru que c'est parce que le corps était limite plus en forme, donc il allait produire plus. Ouais, mais c'est surtout Ok, cette d'accord. mutation-là qui fait que ces cellules cancéreuses se développent très rapidement. T'as déjà refusé d'opérer quelqu'un à un moment et si oui, pourquoi? Oui. Alors, donc, un exemple pour le prélèvement d'organes. Ok, Il y a une fois, on a dû faire un prélèvement d'organes et c'était sur un de mes copains. ok,
Donc ça, j'ai dit non, je Un, peux un pas. copain proche ou De ouais. médecine. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ouais, donc, Donc vous ça, avez j'ai dit, interagi c'est ensemble mort. plusieurs Donc fois. moi, psychologiquement, je sentais que ça, je pouvais pas franchir cette étape-là. Donc voilà, c'est pas possible. Après, opérer un proche, ça, je pense que je pourrais pas. Est-ce que j'allais te poser comme question? Est-ce qu'un proche, la famille, Impossible. impossible, ouais. Même si c'est un truc bateau, il n'y a pas de petite chirurgie, il n'y a pas de petite anesthésie. On peut t'endormir, tu peux mourir d'anesthésie générale, je peux t'opérer, et même si c'est un truc bateau, il peut y avoir un couac. Donc c'est quelqu'un de proche. Ok. Voilà, tu peux C'est pas vivre. déontologiquement ou c'est parce Non, que toi, tu... non, tu peux le faire, tu as le droit. Ok, Moi, si ma femme me dit tu m'opères d'un cancer du côlon demain, j'ai le droit, ok. mais je le ferai pas. C'est Ok. tout. Est-ce que je me sens pas capable de pouvoir le faire? T'as déjà récupéré des erreurs d'autres chirurgiens? C'est-à-dire que quelqu'un vient en disant il s'est passé ça, tout le monde est humain, ça peut arriver de faire des erreurs. Je suppose que ces gens-là ne l'ont pas fait exprès ou il y a des choses. Est-ce que des erreurs de chirurgiens que tu as dû récupérer? Oui, j'ai déjà eu des... En fait, c'est des patients qui viennent te voir pour un deuxième avis. Parce qu'effectivement, ils ont déjà été opérés, il y a eu un problème. Alors, est-ce que c'est une erreur ou un aléa thérapeutique? Ouais. Il faut toujours faire la part des choses. En tout état de cause, il faut toujours rester confraternel. C'est-à-dire que moi, si on vient me voir pour un deuxième avis, je ne suis pas là pour juger ce qu'a fait mon confrère. Ouais, faut C'est-à-dire que je suis là pour analyser le dossier. Est-ce que j'ai une solution à te proposer ou pas? Si oui, voilà ce que je peux te proposer. Si je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Donc, quand ils viennent te voir pour deuxième ou troisième avis, c'est déjà des patients qui vont prendre avec des pincettes parce que c'est déjà des patients qui sont méfiants. Ouais. Ils sont déjà énervés. Et donc nous, on est là pour analyser la situation et leur proposer une solution ou pas. Et je leur dis toujours, on ne va pas refaire le match. Je ne suis pas là pour savoir qu'est-ce qui a merdé avant ou après. Et voilà. On est là pour trouver une solution à votre problème aujourd'hui. L'opération la plus longue que tu as jamais faite, c'est quoi? Là, il y en a deux. Alors, c'était une chirurgie d'un cancer du foie à l'époque où on essayait de faire la chirurgie en 3D. Donc en fait, c'est de la chirurgie qu'on fait en cystoscopie, c'est la chirurgie avec les petits trous. Donc déjà, faire une chirurgie du cancer du foie en cystoscopie, c'est déjà long. Okay. Et en plus en 3D, où tu mets des lunettes 3D, où on commençait un peu la 3D, ça a duré, je pense, 8 heures. Mais en mode 3D, en fait, tu as mal au crâne et tout à la fin. Enfin, c'était un peu compliqué. Wow. Même si on a réussi à la faire à la fin, mais voilà, c'est une intervention longue. Les greffes de foie dont je te parlais, ce sont des interventions qui sont longues. Alors pour donner un ordre d'idée, les premières greffes, c'était 16 heures, 14 ou 16 heures, les greffes de foie. Pourquoi c'est aussi long? Parce qu'en fait, dans les débuts, il faut bien dire qu'il faut retirer un foie, mettre un nouveau et faire tous les branchements. C'est comme si tu changeais ta maison et tu faisais tout le câblage électrique, l'eau, enfin tout, quoi. Et de A à Z. Donc on n'avait rien, enfin, on découvrait au début. Donc avant c'était 16 heures. Bon, maintenant un opérateur entraîné c'est 4 à 5 heures, tu vois. Ah ok, voilà. Quand même. Ça reste quand même long. Et après tout ce qui est cancer du pancréas, ça reste des chirurgies qui peuvent être très compliquées et très longues en fonction de la tumeur, quoi. Ça se passe comment? Parce qu'en fait c'est long. Alors 16 heures, il y a forcément, faut aller aux toilettes. Ouais. Ça se passe. J'ai fait une vidéo dessus, c'est marrant, il n'y a pas longtemps parce qu'on me l'a posé cette question. Tu fais comment pour aller Et la réponse elle est simple, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc on doit manger, on doit pisser, on doit chier. Ah oui, même manger. Moi j'avais même pas pensé à manger. Non, tu vois. mais parfois tu es comme ça parce que tu es en hypo. Hein. Ouais. Donc en fait, on essaie de s'accorder du temps. On a des temps opératoires pour une chirurgie. Si tu veux prendre un exemple pour le cancer du pancréas, pour les cancers du pancréas, on va dire pas trop compliqué. Tu as deux temps opératoires. Tu as ce qu'on appelle la chute de pièce, c'est-à-dire qu'on doit retirer le cancer. Okay. Donc c'est ça, c'est la phase la plus longue. Pour un cancer standard, on peut mettre 3 à 4 heures. Ok. Et là, on arrive à retirer le cancer. Hop, le cancer y est retiré. Et là, on se dit, on fait un petit break. On va pisser, on va manger, on va chioter. Bon, voilà. En plus, ça fait du bien à l'esprit. Deuxième, on fait un break psychologique et on revient un peu avec l'esprit neuf. Pendant ce temps-là? Alors, pendant ce temps-là, parce que là, on le dit, patient, il n'est pas monsieur, tout seul. il faut attendre là. Vous ne bougez pas. En fait, quand on opère, tu as toujours un chirurgien, une infirmière. Quand tu es à l'hôpital, tu as un interne, un externe. Okay. Donc, il y a un chirurgien qui va pisser, manger, chier un coup. Et hop, il revient. Puis, tu en as un autre qui repart. On tourne. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Tu as toujours un anesthésiste en salle pour surveiller le patient et un infirmier anesthésiste. Ok. Alors, on ne va jamais se barrer et laisser quelqu'un tout seul. T'imagines, genre, monsieur, on revient. Hein. Bougez pas, poussez les médicaments si ça ne va pas. Ah non, ouais, ok. On a des temps opératoires et on s'organise toujours pour qu'il y ait toujours moins de 2 ou 3 personnes au bloc habillées, en stérile ou pas, pour surveiller le patient, quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà sauvé la vie d'une personne in extremis? C'est-à-dire que la personne, t'en parlais un peu tout à l'heure là, de celui qui est venu, qui n'était pas mort, mais est-ce qu'il y en a d'autres où c'est arrivé dans ce cas-là? Bon, après, ça c'est tout ce qui est toutes les urgences qu'on a pu faire. Alors après, les urgences typiques, c'est tout ce qui est plaie par arme à feu et plaie par arme blanche. Ok. Où les gens arrivent effectivement dans des chocs hémorragiques. Hein. Ils ont des coups de couteau. Le requin, par exemple? Ou le requin. Le requin, lui, il était... le requin, il n'était pas forcément... alors, ce qui était difficile à gérer, si tu veux qu'on parle rapidement de cette anecdote-là, c'était un chasseur polynésien qui était parti pêcher donc, en apnée à 10 mètres en profondeur.
avec son harpon, il avait chopé un poisson, ils étaient deux. Ouais. Et en fait, quand il a chopé le poisson, le requin, il est arrivé pour choper le poisson. Sauf que son Ok. frère, il a tiré le deuxième truc sur le requin. Excellente idée. Donc le requin, il est devenu fou et il est venu choper le bras d'un des deux. Sauf que c'était un grand gris de 3 mètres. Donc un gris de 3 mètres, ça te prend le bras, ça te le désarticule et ça te l'arrache en 2 secondes. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Quand il a vu que son frère avait le requin sur son bras, il s'est enroulé autour du requin Non, pour pas qu'il fasse ça. Je te jure. Et à 10 mètres en apnée, hein, toujours. Hein. mais c'est ce que tu es en train de me dire. Tiens, attends, mais juste Ouais. et Donc, tu as un frère, il a le requin sur son bras. L'autre, il s'enroule autour du requin pour, entre guillemets, l'immobiliser. Et le gars qui a le bras dans la bouche, il prend son couteau et il vient planter le requin. OK? Et donc après, le requin, forcément, il lâche prise parce que je pense qu'il est même mort derrière parce qu'il s'est pris les coups de couteau dans la tête. Donc le gars, il avait quand même le rat bien amoché. Et en fait, c'était à 3 heures de Tahiti, là où on travaillait. Donc on est parti en avion pour aller le récupérer et après le ramener. Sauf que nous, on a dû lui donner toutes les consignes au frère pour qu'il puisse faire le garrot parce qu'il se vidait quand même un peu de son sang. oui, tu vois. ça coupe un peu. Donc il y a quand même des gestes de premier secours que son frère devait faire et on lui dictait par téléphone. Et puis après, nous, on allait le récupérer pour après l'opérer, etc. Donc, alors, et quand on récupère une personne comme ça qui s'est fait morte par un requin, parce que les requins, ça a plusieurs de rangées dedans, Absolument. et puis c'est fait exclusivement pour attraper de la chair et Délabré. en couper des morceaux. Donc là, il avait encore son bras. Ouais, bah, il a eu de la chance parce qu'en fait, il s'est pas fait désarticuler le bras grâce à son frère. Pouah. Et donc, il avait effectivement tout son avant-bras. Évidemment, je pense qu'il avait 3 ou 4 rangées dedans. En fait, il avait sectionné tous ses tendons. Donc, il n'y a plus rien qui marchait. Heureusement, il n'y avait pas d'artère arrachée. Parce qu'en fait, les gens, ils meurent de quoi quand ils sont attaqués Ouais, par c'est un requin? hémorragie, ouais. C'est les hémorragies massives. C'est-à-dire que tu te fais arracher une jambe, une artère fémorale arrachée, en 30 secondes, tu es mort. Tu es vidé de ton sang. Hein. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est qu'il s'est fait mordre au bras. Il ne s'est pas fait désarticuler. Il n'y avait pas de section artérielle. Bon, il a de la chance dans Il a de la chance son dans son attaque de malheur. Et requin. on lui a Ouais. sauvé son bras au final parce que après, il a pu récupérer son bras. C'est-à-dire qu'à la fin, il avait un bras fonctionnel, Alors, à la fin, peut-être pas comme avant, mais en tout Des cas, mois plus tard, quoi. combien de temps après plus? Genre, c'est plusieurs opérations, je suppose. Ouais, c'est plusieurs interventions. Ok. Et c'était l'histoire d'un mois et demi, 2 mois derrière. Puis après, tu as toute la rééducation à faire. Quoi. Il a eu une chance de Ouais. malade. Ouais. Et le pire, c'est que le gars, il a dit ouais, c'est bon, je m'en fous et je vais retourner plus tard. Quoi, tu vois. Ah oui, donc il est reparti. Mais les Tahitiens, c'est des combattants. Hein. Ah, c'est des combattants. Ouais. Ah bah, Et puis, ils sont- attaquer, genre Ils ont pas aller peur, hein. défendre son Ils frère n'ont pas peur. Hein. un requin en apnée, ouais, il y a un moment Et où. pour rien au monde, ils auraient lâché leur putain de poisson au requin. Quoi. Ils auraient pu dire vas-y, casse-toi avec. Ah. Il y a une histoire dingue aussi que tu m'avais racontée en off, celle avec des gitans. Ah oui. Celle avec les gitans qui Ouais. est pas moins drôle, mais qui est. Non, bah après, c'était une histoire de règlement de compte de gitans, Ok. quoi, tu vois, comme on peut voir très régulièrement. Et en fait, cette histoire-là, ça partait d'une histoire complètement bateau. C'était une nana qui va tromper. C'était une nana qui s'était tapé un mec, je sais plus, c'était sa meilleure copine, enfin une histoire de couple à la con, quoi. Mhm, Et en fait, c'est parti en combat de. Alors, je pense qu'il y avait des sortes de gangs dans le camp gitan, tu vois, et c'est parti en baston. Il y avait coups de feu, coups de machette, etc. Et donc, nous, pour le coup, on a eu. Et c'est là où tu peux avoir un afflux massif de victimes. Alors, on nous forme à faire les plans blancs, tu vois, qu'on met en place quand tu as des attentats, des choses comme ça. Les plans blancs. Ouais. Ok, je connais pas. En fait, quand par exemple tu as un attentat, typiquement le Bataclan, et des trucs comme Ok. ça, où tu as un afflux massif de victimes qui sont toutes aussi graves les unes que les autres, Ok. mais il faut savoir gérer tout ça, tu vois. Alors là, je te ferai un aparté dessus, mais c'était pas vraiment ça. Donc là, on a dû gérer effectivement des gangs de gitans, sauf qu'ils étaient venus à l'hôpital et ils continuaient à régler leurs comptes à l'hôpital. Waouh. Donc là, pour le coup, tu dois appeler les flics, etc., qui gèrent ces règlements de compte, et toi, tu opères des gens qui sont quand même coups de machette, coups de pistolet, etc. Et donc pour revenir en fait au plan blanc, c'est-à-dire que nous, quand tu as un plan blanc qui est déclenché, attentat par exemple, ou catastrophe naturelle, un séisme, etc., eh bien, tu as les premiers secours qui vont ramener toutes les victimes. Alors, ils font le tri, hein, vivant, pas vivant, on peut sauver, on ne peut pas sauver, et on te les envoie. Et donc après, on marche par binôme en tant que chirurgien. T'as déjà eu un Pour plan l'instant, blanc? jamais. On a été formés, Ok. mais j'ai jamais eu Ok. l'occasion de le faire. Et donc, tu as un premier chirurgien qui fait l'accueil des victimes. Toi, on peut te sauver, toi, tu es mort, comme en temps de guerre. Donc, tu les laisses mourir ou tu les opères. Tu fais des examens sommaires, une écho, un scan pour savoir ce qui se passe dans son bide ou ailleurs. Et après, il donne les directives à l'autre chirurgien qui est au bloc. Donc, en fait, l'autre chirurgien, on va simplement lui dire le mec, il a ça, 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 tu fais ça, 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 tu as 1 heure. Et donc, tu as une infirmière à côté de toi qui a un chronomètre. Tu opères ton patient, tu as 1 heure. Au bout d'1 heure, boum, tu refermes que la peau, next. Et en fait, le patient, tu lui fais juste les gestes qui sauvent. Il part dans un autre hôpital ou une autre clinique. Et là, tu as une autre équipe de chirurgiens qui fait ce qu'on appelle le second look et qui réopère le patient pour terminer ce qui a été fait initialement. Donc toi, tu fais que les gestes qui sauvent et tu as 1 heure pour faire ça par patient. Et tu en enchaînes 10, 15, 20, 30 sur la journée.
Ça se termine comment avec les gitans? Genre, vous arrivez quand même à... Bon, au final, avec les gitans, c'est les flics, ils ont viré tout le monde, puis nous, on a opéré les gitans, quoi. Ceux qui étaient, en tout cas, au bloc, quoi. Sur un plan blanc, je pense qu'on n'a pas envie de le vivre, même si je pense qu'en tant que chirurgien, il y a le côté expérience qui doit aussi être intéressant, hein, si doit utiliser le mot intéressant, Ouais. mais je pense c'est pas le genre de choses qu'on a envie Bah, en de fait, vivre, quoi. non, moi j'ai une collègue hein, qui avait vécu ça à l'époque quand c'était la balade des Anglais, tu sais, où tu avais le fond Ouais. de camionnette qui a explosé tout le monde. Et en plus, elle était en vacances là-bas. Et en fait, elle a eu un. En plus, c'était beaucoup de gamins, etc. Et elle a eu un stress psychologique Ouais, derrière. post-traumatique, monstrueux. Ah ouais, ouais. post-traumatique de fou. Et en fait, moi, personnellement, je n'aime pas le vivre parce que c'est déjà très stressant et extrêmement frustrant parce que tu ne fais pas Ah, tu peux pas soigner ce que tu jusqu'au fais bout. habituellement. Ouais. C'est-à-dire que tu fais un truc, mais tu ne le finis pas. Et tu sais pas ce qui va devenir ton patient en fait. Ah, tu fais le max de ce que tu Ouais, peux voilà, dans le temps c'est la que tu as là, chirurgie de et guerre, après... Mais tu sais pas ce qui va devenir ton patient, tu sais pas si ce que tu as fait c'est bien, ce que ça l'a sauvé, ce que tu pas. T'en sais rien. Ouais, c'est Tu vois. le terme chirurgie de guerre, je pense qu'il est Ah, c'est ça. approprié. C'est ce qu'on approprié. appelle du damage control Ok. dans notre formation. Ce qui ne se passe pas dans une réalité où il n'y a pas ce cas-là aujourd'hui, on fait que de Non. l'efficience, de la performance, Non, voilà, et on c'est cherche ça, le c'est maximum exceptionnel. de... C'est vraiment de la chirurgie de guerre. Moi, toi là-bas, je voulais être chirurgien de guerre, mais après, je me suis dit de manière rétrospective, non. Est-ce qu'il y a une histoire que tu m'as racontée, celle avec le parachutiste? Ouais. Celle-ci, moi je la connais, donc elle est dingue. Tu peux nous en parler, celle du Ouais, pour parachutiste? pas trop spoiler le bouquin, mais effectivement, le Il y en a parachutiste. il y en a encore plein dans Il y en ton a bouquin. 15. Il y en a 15. On en a fait quoi? On en a fait 4, 5. Ouais, quelques-unes. Quelques-unes. Les gens oublient vite. Les gens T'inquiète oublient pas, vite. les gens oublient Les vite. gens oublient vite. Le parachutiste, c'est quoi? C'était un parachutiste semi-pro qui était en binôme avec son pote en avion, tu vois, un petit Cessna, là. Il monte, je sais plus, à 4000 mètres et hop, il fait leur saut. Enfin, lui, en tout cas, il fait son saut. Donc l'autre avion, il rentre et puis le parachutiste descend. Et en fait, tu avais un ULM qui avait décollé au moment où le parachutiste arrivait. Et en fait, sauf qu'il l'a vu à la dernière seconde. Il l'a esquivé, sauf que ses hélices ont coupé le cordage du parachute. Il était à, je sais plus, à une centaine de mètres, donc il a fait une chute libre à 100 mètres et il s'est écrasé par terre. Alors quand le SAMU l'avait récupéré, alors de ce qu'il m'avait raconté à l'époque, il avait eu un peu de chance parce qu'il est tombé dans un gros tapis de ronces qui avait un peu amorti la chute. Parce qu'à 100 mètres sur du bitume, voilà, t'as pas grand-chose. Hein. Et donc ce type, après, il a été transféré donc, nous aux urgences chirurgicales et on était 4 équipes de chirurgie à l'opérer, quasiment de manière simultanée. On avait le neurochirurgien pour la tête, le chirurgien thoracique pour le thorax, nous pour les viscères et les orthopédistes pour les membres. Parce que le type, il avait tous les membres de pétés, il avait sa rate qui était explosée, il avait toutes les côtes qui étaient pétées avec un saignement dans le thorax et un pneumothorax, comme tu as vu dans Good Doctor, le gaz qui s'accumule dans sa cavité, et un hématome dans le crâne. Donc le neurochir lui a fait un trou dans le crâne, il a fait ce qu'on appelle une trépanation pour enlever tout le sang. Alors ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai envoyé une. Tu vois, tu mets un mentos dans une bouteille de coca. Pareil. Oh là le mec là. arrive avec une perceuse, la même que tu as pour faire tes trous dans le placo. Tac. Et puis après, tu as le geyser de sang qui vient. Chirurgien thoracique, lui, il devait réparer toutes les côtes qui étaient pétées, drainer, etc. Nous, on a dû retirer la rate. Et après, les orthos, ils devaient réparer tous les membres qui étaient pétés. Et à la fin? La fin n'est pas gaie du tout. Ok. Voilà. Bon, gay ne veut pas dire que ça s'est terminé. Alors, vous verrez voilà. vous verrez dans le livre. On trouve des plans B toujours, même si c'est pas très gai, on a toujours des plans B. Les plans B, celle-ci, vous la découvrirez dans le livre en tout cas. Dans les choses qui arrivent, en tout cas dans ta spécialité, tu retires des choses du corps des gens parce qu'ils créent des maladies, mais il y a certaines personnes qui veulent se mettre des choses dans le corps, à certains endroits, plus que d'autres. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un système digestif, dans le corps humain qui serait rentré par inadvertance? Ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, il est créé avec, à la base, 2 orifices ou 3. L'homme, il a une bouche et un anus, Ok. entrée, sortie, et la femme, il y a le vagin en plus. Exactement. Donc c'est normalement, alors pour le vagin, bon, il y a des entrées, des sorties. Je vais pas te faire le dessin, mais voilà. Et il y en a certains, et on peut même en citer un dernier trou, c'est l'urètre. Ah, j'allais te dire. Par là, on fait pipi. Et il y en a certains, ils se sont dit, tiens, au lieu que ce soit quelque chose exclusivement pour faire des sorties, pourquoi pas essayer d'y insérer des choses. Donc, en fait, nous, nous, en tant que chirurgiens, en plus, on doit s'adapter à ces nouvelles urgences qui n'existaient pas avant. Ok. Tu vois? Et alors, on a quand même créé des objets pour, tout ce qui est godemiché, etc. Voilà, c'est des trucs pour, pas traumatisants, etc. Et je ne sais pas pourquoi, certaines personnes ont besoin d'utiliser des objets qui ne sont pas dédiés à ça, qui peuvent être potentiellement très dangereux. Comme un obus de la Seconde Guerre mondiale. Ah non. Voilà. Donc ça, c'était un article qui est apparu, je ne sais plus, il y a 4-5 ans. Alors de mémoire, je pense que c'était un petit papy de 80 ans.
et qui s'était inséré à un obus de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors déjà, comment il a réussi à trouver un truc pareil? C'est la grosse ça- question. Ça, je pense que tu n'as pas réponse, mais Je n'ai pas la réponse de ça. Et alors, j'arrive pas trop à me représenter qu'est-ce que c'est, genre, la taille d'un obus. Je dirais à peu près ça, et en diamètre à Ouh peu là près là. ça. Ok. Voilà. Alors ça, c'est pas une expérience que j'ai vécue moi, hein, Oui. d'accord? C'est une expérience que j'avais vue justement dans la presse, Oui, oui. etc. Le seul problème de ça, Est-ce que j'ai posé la question, je pense. c'est que c'est un objet militaire, Ouais. potentiellement explosif. On ne sait pas s'il est démilitarisé ou pas cet obus. Moi, objectivement, je ne sais pas si j'y serais allé. Hein. Parce que moi, mourir. Parce qu'on utilise du courant électrique au bloc opératoire. Des pistons électriques. Donc, tu as une étincelle sur un obus qui explose, tu meurs. Hein. C'est comme un obus, un truc de char. Hein. Là, tu as mis un obus ici dans notre salle, on est tous morts. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vidé l'hôpital. Ils ont fait venir une équipe de déminage militaire pour savoir si l'objet était actif ou pas. In fine, il ne l'était pas. Mais comment ils ont fait pour le savoir? Je ne sais rien. Alors ça, Parce je que sais là, rien du parce tout. que je suppose qu'ils l'ont su, ils ont dû le savoir avant de lancer l'opération. Ah, oui, alors en fait, cette équipe-là, je ne sais pas si par le biais d'un scanner, d'une radio, de ce qu'a décrit le patient, parce que en fait, l'obus, ils ne pouvaient pas le voir, il était remonté trop haut. Hein. Ils ont dû l'ouvrir, je vais t'expliquer un peu ce qu'ils ont dû faire, mais peut-être que par le biais de toutes ces interrogations et examens complémentaires, ils ont réussi à dire que cet objet n'est pas actif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger d'explosion. D'accord. Donc il a été pris en charge chirurgicalement, et en fait, il n'a pas réussi à le sortir. Alors quand tu insères des objets par l'anus en l'occurrence, on essaye toujours de le retirer par voie basse, comme une femme qui accouche. Ok. On va aller essayer d'extraire l'objet par les voies naturelles. Alors parfois, c'est pas tout le temps possible. Il faut savoir que l'anus, c'est comme un suppôt, hein. Ça passe dans un sens, puis après, c'est Ouais. voilà, c'est pas tout le temps évident dans les deux sens. Là, c'était un giga suppo là. Là, c'était un méga suppôt. Mais ça avait exactement la forme du suppôt, tu vois. Bah ouais, Ça avait exactement la forme du suppôt. Donc tu imagines bien qu'il n'a pas rentré le culot en premier, mais la pointe. Ok. Donc nous, on se retrouve en face du culot, quoi. Il sort pas dans l'autre sens. Donc ils ont dû lui ouvrir le ventre. Non. En fait, quand on n'arrive pas à le sortir par en bas, on doit ouvrir le ventre, ouvrir le côlon. Parfois, on est obligé de retirer le côlon, faire une poche, un anus artificiel, etc., etc. Et en fait, on utilise du bistouri électrique, des courants électriques Ok. qui peuvent émettre des étincelles. Ah, j'aurais cru j'aurais cru que c'est un peu comme le périnée ou un truc comme ça ou. Ah non, en fait, quand c'est remonté au niveau de l'anus et quand ça passe parfois que c'est trop haut, tu peux pas du tout aller le chercher par en bas. Ok. Donc, on est obligé d'ouvrir le ventre, d'ouvrir le côlon, parfois de retirer le côlon pour extraire l'objet. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que quand on ouvre le ventre, on a l'objet à travers le côlon et on fait une extraction bimanuelle. C'est-à-dire qu'on appuie sur l'objet pour le faire descendre sans ouvrir le côlon et après on met la main par en bas pour aller le sortir. Ok. Comme un accouchement où tu appuies sur l'enfant ok. et tu vas le faire sortir par en bas. Et si on n'y arrive pas, bah, tu es obligé d'ouvrir le côlon. Ok. Et là, en l'occurrence, de mémoire, je pense qu'ils ont dû ouvrir le côlon, retirer un bout de côlon et tout, quoi. Ah ouais, là, et là, il doit pas arriver en disant j'ai pas fait exprès de glisser. Là, Non, alors tu as toujours les excuses, j'ai glissé chef. Ouais, j'ai glissé, Alors, désolé. Non, mais voilà, tu Ok. as des patients qui font ça de manière régulière. Ok. Voilà, nous on a déjà eu des patients qui faisaient ça de manière régulière. Alors, après, j'ai une anecdote si tu veux, qui est marrante. Mais voilà. Et puis après, tu as ceux qui essayent pour la première fois et ils ne se posent pas toutes ces questions en fait. Parfois, il y en a, ils le font, ils sont sous drogue, Ouais. ils sont bourrés, etc. Donc c'est dans l'euphorie, ils se disent vas-y, on essaye, et puis voilà, ils ne se rendent pas compte. Il y en a qui veulent chercher des nouvelles sensations, enfin voilà quoi, tu vois. Bah, là, c'est un objet, mais Ouais. est-ce qu'il y a autre chose que des objets? Oui, les animaux. Genre, tu l'as dit avec tellement de. C'est oui, genre ça. Tu as les flashs dans ta tête. Mais tu sais, moi, parfois, tu as des flashs nocturnes. Tu as des animaux. Alors, il y en avait un, je me souviens d'un Des article. animaux vivants? Allez, si tu veux, il y a 3 anecdotes rapides. C'est un article qui était paru aux States. C'est un écureuil. Oh là là. Écureuil par l'anus, sauf que écureuil, Bah oui, dents, j'ai griffes. l'image. donc coincé, etc. Et je pense qu'ils ont sauvé l'écureuil, il n'est pas mort. Après, il fut un temps, c'est les femmes qui avaient coutume de se mettre des poissons en prenant leur bain. Parce que le poisson, alors pas dans l'anus mais dans le vagin, parce que le poisson calé dans le vagin fait ça et ça stimulait le clitoris. Donc Waouh, elles arrivaient waouh. à avoir Ok. une forme d'excitation grâce à ça, sauf que le poisson, il mourait. Et donc, Coincé, pour récupérer un poisson, en plus, déjà, c'est galère à choper. voilà. Ok, Donc nous, d'accord. on se retrouvait parfois à devoir extraire des poissons. Et dans la catégorie des poissons, parfois, il y avait des truites. Et avec leurs ouïes, là, leurs branchies latérales, où tu as des Ok, j'ai compris. petites pointes, Ok. bah, elles étaient coincées pour le coup et dans la muqueuse du vagin. Ok. Voilà. Et donc en fait, on commence à devenir chirurgien vétérinaire, chirurgien militaire, enfin voilà. Ok. Genre, quand ça arrive, ce genre de choses, est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique derrière des gens ou alors... Tout dépend de comment est le patient en fait. Ok. Ça dépend de ton ressenti, tu poses des questions, tu peux proposer un psy si besoin, s'il a des antécédents de psy ou pas. Il y a beaucoup d'aléas à trouver en tout cas à ce moment-là, quoi. Le truc tout bête là qui me vient parce que je n'avais pas pensé avant, mais en termes de prise en charge, c'est-à-dire
Je suis pas sûr que ce soit pris par son assurance là. Si. Si, c'est pris quoi. Bah, après, si tu es pris en charge à l'hôpital, c'est pris en charge à l'hôpital. Oui, ok. Après, souvent, ce qui est difficile, c'est le relationnel que tu mets en place parce qu'il faut quand même essayer de les rassurer, ces patients. Alors, il faut aussi leur faire comprendre que bah, c'est pas normal de faire ça et Ouais. qu'il y a des objets. Parce que ça peut être dangereux aussi pour nous, hein. Nous, il y a des trucs. Toi, par exemple, on peut prendre en charge aussi des prisonniers qui avalent, tu sais, des lames de rasoir, des trucs comme ça. Ouais, tu Nous, m'en on peut avais se parlé, couper, on peut se transmettre le VIH, on peut se transmettre d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, ça peut être dangereux aussi pour nous, tant sur l'objet que sur le patient lui-même. Donc, on essaye quand même de leur faire comprendre qu'il ne faut pas réitérer ce type d'expérience. On est là pour les aider. Mais voilà. Mais moi, forcément, je me dis, le mec qui a, qui a joué avec l'obus, là, genre, mais même pour marcher, genre, Non, parce qu'une fois que c'est monté, hein. Et toi, il n'y a pas longtemps, j'avais vu aussi qu'il y avait pareil, c'était aux États-Unis, où il y a une patiente d'une vingtaine d'années, elle a passé son IRM avec son plug anal encore en place, sauf qu'il y avait une composante métallique dans le plug anal, et Ah comme elle a ouais. passé son IRM avec, ça Oh transperçait là son là côlon là jusqu'au là foie. là là. Donc pour le coup, elle a dû se repérer en urgence. Après, quelle idée de passer une IRM avec son plug, mais bon, voilà, ça c'est un autre problème. Mais Ok. pour te dire jusqu'où ça va, c'est-à-dire que cette patiente, elle n'a jamais dit à l'équipe médicale qui a pris en charge qu'elle avait son plug, donc elle a fait son IRM. On ne sait pas trop pourquoi elle a fait cette IRM, mais elle l'a fait. Et pouf, elle a eu mal au ventre d'un coup. Surtout qu'un IRM, normalement, tu es conscient si c'est un Oui, truc de mais elle plat. pensait, ce qu'il disait dans l'article, c'est qu'elle pensait que c'était 100% silicone son truc. Sauf que quand tu vois sur le scanner qui a été fait après, tu vois qu'il y a un composant métallique. Alors probablement que ça devait être un truc vibrant. Et je pense Oui, que, voilà, ok. elle aurait dû comprendre que le truc vibrant, il y a quand même un truc métallique dedans. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre opérer un enfant et opérer un adulte? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire plus chez les enfants, moins chez les adultes? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, alors déjà, moi, toi, par exemple, en tant que chirurgien viscéral, je suis spécialisé adulte. Et donc, Ok. il y a une discipline qui s'appelle la chirurgie pédiatrique, où ce sont des chirurgiens qui font que des enfants. Alors, on a un cut-off, alors c'est pas tant sur l'âge, mais souvent sur le poids. Tu vois, moi, par exemple, là où je travaille, en dessous de 20 kilos, on n'opère pas. Ok. Pourquoi? Voilà. Parce qu'en fait, tu as des spécificités sur l'anesthésie Hmm. pour les gamins, notamment au niveau des médicaments que tu peux leur mettre en place. Et en fait, plus ils sont petits, plus il faut du matériel spécifique qu'on n'a pas forcément nous. D'accord. Tu vois, il faut du matériel adapté aux enfants et qu'on n'a pas forcément. Et puis pareil, la chirurgie infantile, c'est une chirurgie qui est quand même très spécifique. Et donc c'est pour ça que c'est une spécialité à part entière dans la chirurgie. Donc un chirurgien pédiatrique reste un chirurgien général de l'enfant et après ils peuvent se spécialiser soit dans le dur, soit dans le mou. Donc c'est un chirurgien pédiatrique du mou, entre guillemets, qui gère tous les organes, Ok. et un chirurgien pédiatrique du dur qui gère tout ce qui est os. D'accord. Donc oui, il y a une grosse différence quand on opère des enfants et des adultes, parce que moi j'ai déjà opéré des enfants, alors 5-6 ans, tu vois. Hmm. En dessous, j'ai jamais fait. Mais quand tu opères un enfant, tout est petit, il n'y a pas de gras, tu n'as rien, tu vois. C'est-à-dire que l'anatomie, c'est un peu comme celle que tu apprends dans ton livre, versus ces adultes. On a quand même une population qui reste quand même assez obèse en règle générale, donc on a quand même beaucoup de gras. C'est une chirurgie qui est beaucoup plus difficile. Et moi, je trouve en tout cas, quand j'ai opéré des enfants, je trouvais ça alors facile, techniquement parlant, mais stressant dans le sens où c'est un enfant. Hmm. Ouais, moi, par exemple, j'ai des enfants, donc je me dis, bah voilà, même moi, si on doit opérer un de mes enfants, moi, j'aurais peur. Donc, quand tu opères un enfant, tu sais que ton geste, il doit être beaucoup plus minutieux parce que tu as beaucoup moins d'espace de travail. Donc, tu as toutes ces variables-là sur lesquelles il faut s'adapter aussi. Ok. Et il y a les chirurgiens, de manière globale, on a vraiment une image tu vois, du chirurgien froid, pas d'émotion, qui est vraiment là pour juste solutionner une problématique. Est-ce que ce stéréotype du chirurgien, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que tu es sans émotion? Est-ce que tu es juste là pour genre faire ton boulot et te barrer ou... Après, quand tu regardes les séries, tu as les chirurgiens américains où c'est des beaux gosses musclés, tatoués, qui se tapent toutes les infirmières, ultra sympas, bright, qui roulent en moto, etc. aussi. C'est-à-dire que tu as plein de stéréotypes. J'allais commencer avec celui-ci pour savoir Voilà. et puis te dire est-ce que tu es plus de l'autre côté aussi également? Mais ouais, après, il faut savoir que toutes ces séries-là où tu as les beaux gosses chirurgiens ultra baraques, etc., tu n'en as pas beaucoup dans le monde, hein, je pense, des chirurgiens comme ça. C'est vrai? Oui. Ce que je te disais au début, c'est qu'on a quand même un métier qui est stressant, prenant. Donc, en règle générale, on a quand même des gens qui sont plutôt fatigués. On essaye quand même d'avoir, en tout cas moi, d'avoir une hygiène de vie pas irréprochable. Mais toi, je fume pas, je bois pas, je mange diversifié. J'essaie de faire du sport autant que faire se peut. Je me suis toujours dit que je serais jamais le chirurgien un peu frontal, froid avec ses patients, qui veut torcher rapidement les consultations un peu à la chaîne, etc.
même s'il faut savoir un peu se détacher, il faut avoir de l'empathie, mais pas trop. Mais il ne faut pas non plus effectivement voir tes patients comme un bout de viande que tu vas opérer. Donc il faut trouver un peu ce juste milieu-là qui est, à mon sens, est ultra important. Il faut savoir parler avec tes patients, il faut savoir leur expliquer les choses, même si nous, en fait, on choisit quand même notre métier de chirurgien parce qu'on n'aime pas trop parler aux gens, on est bien au bloc, on aime bien opérer, etc. Donc c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand j'étais externe et que je faisais les tours de médecine qui duraient 6 heures et tu restais 3 heures dans une chambre, rien, j'en pouvais plus, quoi. Moi, je sentais que je devais parler de manière efficace avec des patients, leur trouver une solution à un problème à un instant T rapidement et les opérer. Moi, mon meilleur endroit, c'est quand j'opère, que les patients dorment, j'ai mon champ opératoire qui est mis en place et j'y vais. Mais après, le contact humain est important aussi pour moi. J'adore le contact humain et parler avec les patients, j'aime bien, mais pas trop non plus. Est-ce qu'il y a une hiérarchie implicite entre les chirurgiens et les médecins généralistes? Alors, en fait, c'est à l'hôpital. Tu as, une hiérarchie un peu comme à l'armée. Tu as effectivement ce qu'on disait, l'externe, l'interne. Tu vois, en fait, quand tu évolues, tu es externe, tu es interne. Et après, alors c'est une fausse appellation, ce qu'on appelle le chef de clinique, mais c'est le grade le moins élevé dans les plus élevés. Ok. Après, tu as les praticiens hospitaliers, ce qu'on appelle les PH. Et après, tu as ceux qui veulent devenir professeurs. Ok. Donc les professeurs universitaires, etc. et les chefs de service. Donc ouais, tu as une hiérarchie comme ça, un peu en cascade, qui existe à l'hôpital, mais qui n'existe pas en clinique, parce qu'en clinique, tu es à ton compte. Ok. Et de manière globale, est-ce qu'un alors je vais pas te foutre dans la sauce bêtement, mais est-ce que un chirurgien, un chirurgien est plus compétent qu'un médecin généraliste? Est-ce que, entre Ah, guillemets, genre, si demain il y a un problème, tu vois, genre dans la série qu'on a vue, il est arrivé, il a dit, voilà, moi je sais faire parce que, entre guillemets, je suis plus. parce que c'était dans son domaine de compétence. Ok, Tu vois, on n'est pas, il n'y a personne qui est plus doué que d'autres, en tout cas en médecine. Il y a chacun son domaine de compétence. Si tu cites l'exemple d'un médecin généraliste, ce qui est extrêmement compliqué pour eux, c'est qu'ils doivent être à peu près bons partout. Parce qu'ils voient un patient qui a un problème et ça peut tout toucher. Donc ils doivent avoir en fait des connaissances générales, leurs pattes pointues comme nous, mais ils doivent être à peu près costauds partout pour savoir bien aiguiller son patient vers un spécialiste ensuite ok, ou traiter un problème à un instant T. Donc la médecine générale, c'est quelque chose qui est très difficile, je pense, comme métier à exercer. Et après, tu as les médecins spécialistes, où là, on choisit de faire un pneumologue, un cardiologue, un neurologue, un chirurgien, voilà. Et on choisit de faire une seule spécialité. Et donc, on est excellent dans notre spécialité. Mais moi, par exemple, tu me poses une question de diabéto, etc. Je suis une buse. C'est-à-dire que je les ai appris. Non, mais j'ai appris ça pendant mes oui, oui, études, mais je ne le travaille plus du tout. Moi, je suis bon et dans puis ma discipline, qui est dans pas la contraité. gastroentérologie, la viscérale, mais le reste, c'est plus mon domaine, quoi. Ok. J'ai des connaissances générales parce que j'ai fait des études pour, mais je suis plus pas aussi pointu, en tout cas plus aussi pointu qu'avant. Est-ce que les chirurgiens, ils ont forcément une hygiène de vie irréprochable? Est-ce que là, aujourd'hui, avec tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, toutes les pathologies aussi que tu peux voir et toutes les complications que tu peux avoir, est-ce que tu es devenu genre tu fais tout bien? Alors moi, je pense que oui. Ok. Alors, je ne le fais pas forcément que pour moi, je le fais aussi pour ma famille, parce que je sais que je n'ai pas envie de mourir d'un cancer à 50 ans parce que j'ai fumé, j'ai bu, j'ai fait de la merde. Mhm. Donc moi, je fais ultra attention à moi. Après, est-ce que tous les médecins ou tous les chirurgiens font gaffe à leur hygiène de vie? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je me suis toujours dit que ce que je dis à mes patients, je l'applique à moi-même. Ok. Donc tous les conseils que je donne à mes patients, je le dis parce que j'y crois et parce que je l'applique à moi-même. Donc oui, et surtout que depuis que je suis installé en clinique, c'est pas comme si j'étais de garde tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut m'appeler n'importe quand. Ok. Alors, on a un service d'urgence où on fait nos lignes d'astreinte, on est trois, enfin quatre, à se partager les urgences. Mais toi, si c'est mes patients à moi qui passent par le biais des urgences ou qui sont hospitalisés, c'est moi en première ligne. Donc, en fait, comme on peut m'appeler à peu près n'importe quand, je me suis toujours dit en soirée, pas trop tard, Mhm. et un ou deux verres d'alcool, mais pas plus, parce que toi, je peux pas aller opérer bourré ou fatigué, quoi. Oui, c'est pas possible. Il y a de la réglementation au niveau de tout Ah ce oui, qui oui, est. oui. Ouais, il y a des tests, il y a des choses comme ça qui sont pratiquées ou. Ah non, pas forcément. Ok, c'est aléatoire? Même Non, même pas? pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir nous surveiller. Mais je veux dire, si un jour tu as un chirurgien qui vient opérer bourré et que le personnel qui t'aide s'en rend compte, bien Oui. entendu, on va te dénoncer. Mais il n'y a personne qui va te checker. Mais j'ai déménagé. Et ben, il faut que, enfin, légalement parlant, je sois à 45 minutes de mon lieu de travail pour les Hmm. urgences vitales. C'est-à-dire que si par exemple il y a un mec qui arrive et qu'il est mort parce que je suis arrivé trop tard, parce que j'habite trop loin, légalement, on peut m'attaquer. Ok. Tu vois. Donc il y a aussi ce facteur temps de déplacement qu'il faut aussi prendre en compte. Enfin, c'est faux. Il y a énormément de similitudes avec l'aérien. C'est ouf, je trouve. Bah, de toute façon, tout est comparé, l'aviation civile et la chirurgie. Nous, on s'inspire de l'aviation civile et vice-versa. Ouais. Toi, avant de commencer un bloc, on fait une checklist, comme avant de décoller. C'est exactement. Ouais, c'est ce qu'on disait. Il y a un briefing. C'est Il y a même on en parlait un peu en off. Il y a même il y a un briefing avant une ouais. opération. Se dire, on a fait ci, on a fait ci. Tu parlais de checklist, mais dans l'erreur, il y a un briefing. Voilà. On part sur une destination. Voici ce qui se passe. Voici les cas de
On peut avoir problématique, voici le nombre de passagers, voici le nombre de trucs. Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, on balance un En truc. fait, tu contrôles l'identité de ton patient, l'identité du chirurgien qui va t'opérer, la maladie que tu vas devoir faire, est-ce que tu as tout le matos en salle, etc. On fait ça avant, pendant et après la chirurgie. Le compte des compresses, des instruments pour être sûr qu'on n'a rien oublié dans le ventre, ça arrive. Et il parle même plus tard de mettre peut-être des boîtes noires au bloc pour que tout soit enregistré. Forcément, tu m'ouvres là une petite fenêtre sur une anecdote. Euh, Laisser des choses dans le corps d'un patient. Là, je crois qu'il y a des histoires où il y a des gens qui ont laissé il y a des ciseaux, je crois que j'avais vu voir, des Ouais. ciseaux, des compresses. Ouais, alors les instruments maintenant c'est quand même exceptionnel. Par contre les compresses, oui. Et ça c'est notre hantise en tant que chirurgien. On compte les compresses quand on nous les donne. Et souvent on fait des comptes même intermédiaires, tu vois, pendant la chirurgie. Et on fait un compte final pour être sûr qu'on n'ait pas oublié de compresse. Ah ouais, donc on peut pas les jeter en mode genre hop ça, on la jette comme ça. Et en fait, toi parfois ce qui arrive c'est con, mais quand on retire nos gants, par exemple moi j'ai une compresse là dans la main, je retire mon gant à l'envers et la compresse est dedans et je jette mon gant. Et bien là tu peux mettre 3 plombes à la retrouver. Et en fait si tu la retrouves pas, Tu peux pas. maintenant dans les compresses on a un petit fil métallique Ok. dans la compresse et on peut faire des radiographies pendant la chirurgie pour voir où est ce trait de métal. Ok. Pour savoir est-ce que la compresse elle est dans le ventre ou pas et pouvoir la retrouver. C'est quoi l'impact d'avoir un Bah, corps c'est un corps étranger ouais. dans ton ventre et qu'est-ce qui va se passer? Ça va se surinfecter, donc ça va faire des abcès. Rapidement ou ça peut. Ah ouais, c'est très rapide. Ok, quelques jours. Ah ouais, dans la semaine ça peut arriver, hein. Et après, donc tu as des compresses qui peuvent être grandes, mais parfois on utilise ce qu'on appelle des petites noisettes. C'est de la taille d'un coton comme ça, notamment quand par exemple on fait la chirurgie de la thyroïde, qui sont des toutes petites compresses et que tu peux très vite oublier. Donc tu vois, un patient que tu opères d'une thyroïde et 4 ou 5 jours derrière, il fait un abcès du cou, c'est que tu as sûrement oublié une compresse. Il y a une chirurgie que tu adores faire parce que c'est un peu ta. Ouais, le cancer. C'est un peu ta masterclass, quoi. C'est un peu ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Tout est réuni pour le faire. Le patient est content. Ça se passe bien pour toi. Il y a un truc Moi, ce comme que ça je ou pas? dis toujours, c'est le cancer du rectum chez les grands-mères, c'est la Rolls-Royce pour un chirurgien. Non, mais je te dis, moi, Alors, faut que nous, tu mets, ouais, faut que tu ça, mets- c'est des anecdotes des chirurgiens, on dit ça comme ça. Vas-y, faut que tu Mais en fait, il faut faut que tu savoir m'expliques. pourquoi. Parce que les grands-mères qui ont plusieurs enfants, bah, les femmes, elles ont un bassin qui est beaucoup plus large. Ok. D'accord? Les grands-mères, souvent, elles sont un peu maigrichonnes, elles ne sont pas bien épaisses et elles ont des tissus qui sont très souples. Et donc, quand tu as un cancer du rectum, c'est une chirurgie qui est extrêmement compliquée, notamment chez l'homme, où on a un bassin qui est très étroit, on a en plus la prostate qui prend beaucoup de place. Et donc, c'est plus s'il est obèse, ça, c'est les pires conditions réunies. Or, une femme vieille qui a un cancer du rectum, entre guillemets, débutant, quoi. Moi, je dis toujours, c'est les Champs-Élysées pour un chirurgien. Alors que tu rentres, bah, c'est clean, tu fais des petites chirurgies, tout se libère bien, tes pointillés se dessinent où tu dois ouvrir, tout se fait bien, quoi, tu vois. Ça j'adore. Putain, c'est fou. J'aurais pas imaginé. Je crois que tu allais me dire un truc un peu de dingos, tu vois, genre un Non. truc de l'œsophage, un truc. Bah, l'œsophage, c'est des belles chirurgies, mais toi, ça, moi, en fait, j'ai été formé pendant 6 mois, mais ça, j'en ai plus suivi parce que c'est une surspécialisation, Ok. la chirurgie de l'œsophage. C'est une très belle chirurgie. Chirurgie du foie, du pancréas aussi, c'est une surspécialisation. Mais en tout cas, moi, dans ce que je fais, mon kiff, c'est ça. On va aller sur les conseils. En tout cas, des conseils que soit des gens écoutent, soit des gens qui n'écoutent pas, ou sinon des personnes qui devraient potentiellement se faire opérer ou avoir ce type de chirurgie qui sont bons à faire et surtout aussi ce qu'il faut éviter de faire. Premièrement, quelles sont les pires erreurs à faire avant de se faire opérer? Alors, tabac, alcool, niet. Pourquoi? Surtout, alors, ça dépend si tu es un consommateur d'alcool de manière régulière ou pas. Le problème, c'est que quand c'est quelqu'un qui consomme de l'alcool de manière régulière, il peut faire ce qu'on appelle des déliriums très minces. C'est-à-dire que quand tu arrêtes Les à quoi? consommer des thés, un délirium très mince. Ok, je connais pas du tout. Tu connais la bière? Oui. Et ben voilà, bah c'est ça, ça s'écrit de la même manière. Et en fait, un DT, c'est quand tu consommes de manière régulière de l'alcool et que d'un seul coup, tu t'arrêtes. C'est-à-dire Ok. que tu as une dépendance indirecte à ce produit-là. D'accord. Et quand tu l'arrêtes, bah, tu commences à avoir des araignées, des Ah papillons, ouais, des ok. trucs, etc. Ah, il faut en consommer pas mal quand même. Ouais, il faut être consommateur régulier. Ok. Mais encore une fois, l'alcool et surtout le tabac. Pourquoi le tabac? Parce que en fait, déjà le tabac, on sait que ça entraîne une mauvaise cicatrisation post-opératoire parce que ça réduit de qualité tes petits vaisseaux. Donc le sang ne va pas bien loin. Notamment Il va pour pas tes jusqu'au tissus. capillaire ou un truc Voilà, comme ça. les Ok, petits d'accord. capillaires, tout ça. Souvent, on sait que le sang, en tout cas les petits vaisseaux, le tabac, c'est pas bon. Et notamment aussi pour tes poumons, parce que derrière, tu peux faire beaucoup plus de surinfection pulmonaire post-opératoire. Tu peux faire des bronchospasmes, les petites bronches qui se collabent Ok. pendant la chirurgie. Voilà, tu peux être encombré. Donc on sait que tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument pas faire. Tous les gens qui stressent avant une opération, donc là, eux, ils sont pas bien là, de se dire qu'il faut absolument pas fumer. Combien de temps avant?
Alors, ça dépend moi combien de temps je les vois avant, et puis ça dépend est-ce que c'est des gros fumeurs ou pas des gros fumeurs, parce que je peux pas leur dire les gars, t'arrêtes de. T'imagines tu fumes un paquet de jours depuis 15 ans, je t'opère dans un mois, je vais pas dire mec t'arrêtes. Arrête de fumer C'est 3 pas mois avant, s'il te possible. plaît. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Donc j'essaie de les orienter voir un addictologue avant pour essayer de diminuer au maximum, Ah en ouais. tout cas la consommation, s'il faut un patch ou quoi, pour les aider, mais surtout pas en tout cas au moins 24 ou 48 heures avant, zéro. Et Ok. surtout leur prévenir qu'après la chirurgie, zéro, pendant peut-être une semaine ou 10 jours. Donc ça se prépare en amont. Moi, je suis pas fumeur, donc je suis très content de ce genre de choses qui. Ah, mais ceux qui fument beaucoup, c'est pas évident. Ça doit être pour eux, hein. compliqué. Ouais, Ouais, ça doit franchement, être c'est hyper compliqué. Moi, j'ai l'impression, limite, ils préfèrent que je leur dise d'avoir un cancer que d'arrêter de fumer. Ah ouais, ok. Tu vois. Et après, bah, c'est surtout d'avoir une activité physique régulière. C'est-à-dire qu'il faut arriver en forme, notamment Ok. pour des chirurgies lourdes, faire du sport, bien manger, essayer de perdre un peu de poids s'il y a de l'obésité, des choses comme ça, quoi. Avant de se faire opérer, quelques jours avant, on peut faire du sport sans problème. Aucun problème, c'est même recommandé. Au contraire, est-ce qu'il y a des bonnes habitudes? Alors, il y a un truc aussi sur les erreurs, celle d'être, de pas être à jeun, en tout cas, de rester dans cette, de se dire, ah, c'est pas grave si je bois ou je mange. Est-ce que ça, c'est une erreur? Alors, est-ce que ça arrive et est-ce qu'il faut la faire? Alors déjà, être à jeun, ça veut dire quoi? Pas manger 6 heures avant minimum le bloc. Ok. Donc Pourquoi? pas de solide 6 heures avant, parce qu'on estime que au-delà de 6 heures, ton estomac s'est vidé. Ok. Et après, les liquides, qui pour le coup se vident beaucoup plus vite, c'est 2 heures. Ok. Donc 6 heures avant, pas de solide, 2 heures avant, pas de liquide. Ok. Ça, Ah. c'est là. Et pas de clope. Ouais, et à respecter totalement, genre, C'est obligatoire. Ok. À partir du moment où on te fait une anesthésie générale, on va t'endormir, c'est obligatoire. Alors quand c'est des urgences, que tu arrives aux urgences, c'est tout. Si on n'a pas le choix de t'opérer, que tu as bouffé, on va t'opérer. Mais pour de la chirurgie programmée, c'est ça. Ok. Et la clope aussi, pourquoi? Parce que ça stimule aussi les sécrétions de l'estomac. Donc ça peut indirectement remplir un peu ton estomac quand tu fumes aussi. Imaginons que je l'ai pas fait. En tout cas, pas moi. Et ben, je vais Imaginons te donner un que, exemple que récent, Ah bah, vas-y, si tu veux. totalement. Il y avait un patient qui nous avait dit qu'il était à jeun, or c'était faux. On l'a vu peu de temps après. C'est-à-dire que quand on va t'endormir, on te met des produits, des neuroleptiques pour neutraliser ton cerveau et des curares pour paralyser tes muscles. Ce qu'on appelle la phase d'induction. On va t'endormir. Et en fait, à ce moment-là, eh ben, le patient il s'est mis à vomir. Sauf que toi, par exemple, sur une chirurgie viscérale, tu es allongé sur le dos. Donc tu es comme ça. Hmm. Sauf que si tu te mets à vomir massivement, bah, tu es allongé, ça passe dans tes poumons et tu peux mourir. Tu peux mourir de ça. Hein. Mais donc, c'est que le mec convulse, la personne va convulser, Non, même pas? il va juste vomir de manière massive. Heureusement, donc c'était au moment où on l'endormait, donc l'anesthésiste était à côté, donc il lui a tourné la tête pour qu'il vomisse sur le côté, mais c'est quand même passé un peu dans les poumons. Oh la Donc qu'est-ce qu'il a fait l'anesthésiste? Il l'a endormi, et en fait il n'était pas surtout, en fait il l'a endormi, mais il l'a pas intubé. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de lui mettre le tube dans la trachée. Parce que quand tu as un tube dans la trachée, ça te protège. Là, tu peux pas vomir. En fait, tu Ouais. peux vomir, mais le vomi ne va pas passer dans ta trachée parce qu'en fait tu gonfles un ballon au bout de ta sonde qui fait que c'est étanche. Ok. vois. Et lui, il n'était pas encore intubé. Donc, il a vomi et c'est passé dans ses poumons. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'anesthésiste? Il a fait une fibroscopie bronchique, c'est-à-dire qu'il a pris une caméra qu'il a passée par son nez pour aller dans sa trachée et lui aspirer toutes les sécrétions de l'estomac qui étaient passées dedans. Mais ça, c'est des gens, ils peuvent mourir sur table ou faire des infections pulmonaires graves derrière. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens d'être à jeun pour une chirurgie. C'est devant ce risque théorique de vomir au moment où on t'endort. Mais un truc comme ça, au moment du réveil, vous avez, je pense que tu as envie Bah de le ouais, tuer parce une que- deuxième fois. Quoi, En mais- fait, qu'on te dise, on peut te mentir un peu sur l'heure, tu vois, ouais, j'ai mangé il y a 5 heures. Mais là, en fait, limite, on voyait des morceaux alimentaires. Donc, il Alors avait que le gars, ouais. c'est-à-dire qu'il a mangé il y a 2-3 heures avant, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il n'avait peut-être pas cette notion non plus. Je pense Il que doit personne se ne dire l'a, que c'est pas ouais. grave. Mais voilà, c'est cette notion-là qui est quand même primordiale à respecter. En fait, concrètement, l'histoire que les gens comprennent bien, si on n'est pas à jeun, le risque, c'est mourir. On peut, Ouais. ça permet. De toute façon, un patient qui n'est pas à jeun pour une chirurgie programmée qui me dit moi j'ai bouffé, on ne l'opère pas. Ok. Il est récusé. Point. Pour éviter ça. C'est rare que ça arrive, hein, les gens qui vomissent pendant l'induction. Mais au moment, tu vois, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Hein. Et heureusement que l'anesthésiste, bah, tu vois, il a été vigilant, il n'était pas en train de faire un truc comme ça ou j'en sais rien. Il avait la tête du patient limite entre ses mains et il l'a vu vomir et il l'a tout de suite tourné. Là, on était sur les pires erreurs à pas faire avant une opération. Est-ce qu'au contraire, il y a des bonnes habitudes à prendre? Ouais. Moi, en tout cas, pour les patients, par exemple, je perds de cancer, on fait ce qu'on appelle une réhabilitation précoce avant et après chirurgie. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va préparer le patient pour être en forme pour la chirurgie, qui est une chirurgie lourde, tant sur le plan psychologique que sur le plan corporel. Ok. C'est un stress corporel très important, la chirurgie du cancer. Hein. Ouais, surtout qu'en fait, ton corps vit avec un cancer, tu le retires.
Donc il y a tout un changement, tu vois, qui va jouer sur ton système immunitaire. Tu vas perdre un organe aussi, on va devoir retirer. Donc il faut arriver en forme. En forme, c'est quoi? Donc en forme psychologiquement, déjà. Si tu vois que psychologiquement c'est difficile, bah, tu vas l'adresser à une psychologue pour avoir une prise en charge psy en amont. Il faut être en forme d'un point de vue nutritionnel, parce que souvent les patients sont dénutris quand ils ont un cancer. Ils ont une anémie, ils ont un peu moins de fer, un peu moins d'hémoglobine. Souvent, ils mangent moins, ils perdent du poids. Donc, il faut essayer de les booster d'un point de vue alimentaire. Donc, voir une diète nutritionniste et leur donner des compléments alimentaires, le cas échéant si besoin. On a des compléments alimentaires hyper protéinés. Il y en a qui sont validés dans le cadre du cancer pour booster ce système immunitaire et arriver en forme physiquement. L'activité physique et sportive régulière. C'est quoi les erreurs que font les patients après opération? Parce que là, on est sur l'avant, mais est-ce qu'après les opérations, il y a aussi des comportements qu'il ne faut absolument pas avoir et éviter de faire ce que tu vas nous dire là, ces erreurs? C'est mieux pour notre santé et pour revenir au bloc. Bah déjà, on régule. En fait, le patient, une fois qu'il est opéré, c'est nous qui gérons tout ce qu'il mange et tout ce qu'il boit. Notamment en viscéral, où on peut être amené à couper du tube digestif, à faire des raccords entre l'intestin. Il y a une réalimentation qu'on doit absolument réguler. Même quand on coupe, toi, par exemple, un bout d'estomac ou des choses comme ça, on peut être amené à modifier l'alimentation, c'est-à-dire plus de solide, mais que du mixé, ou pas de mixé, que du liquide. C'est-à-dire qu'il y a des alimentations strictes à respecter. Donc il faut faire attention au comportement alimentaire des patients. Il y en a qui ont des comportements alimentaires pathologiques, des boulimiques, des choses comme ça. Donc cela, il faut absolument qu'on les régule, il faut qu'on leur apprenne à mieux manger, à manger différemment, etc. Donc il faut restreindre ces patients dans ce qu'ils veulent faire après une intervention tout de suite. Ah, j'ai faim, je vais manger, je vais aller fumer, je vais aller boire. Non, tu ne peux pas en fait. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Donc nous, c'est pas qu'on leur donne des ordres, mais des obligations, tu vois, à gérer. C'est comme après quand tu as ouvert un ventre en deux que tu l'as refermé, tu ne peux pas tout de suite marcher, porter du lourd, etc. Tu as des règles à respecter sur les activités physiques et sportives, la reprise, et sur porter du lourd, parce qu'en fait, tu peux craquer. Moi, j'ai eu des patients, ils ont fait le fou une semaine après, ils se sont retrouvés avec l'intestin sur les genoux. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu faire plein de trucs. Et il faut bien te dire qu'on va t'ouvrir le ventre au milieu des abdominaux, on va refermer tes abdos avec du fil et on va mettre du fil ou des agrafes sur ta peau. C'est pas très solide non plus. Donc tu fais un effort physique intense, tu vas faire ce qu'on appelle une éviscération post-opératoire, c'est-à-dire que tout va craquer. Et j'ai déjà eu des patients, ils ont appuyé sur la sonnette, ils se sont retrouvés avec l'intestin dans le lit. Ok. Voilà. Ok, ça arrive souvent ça? Les éviscérations, alors après, tu as ceux qui toussent beaucoup après la chirurgie. Oui, là où là. Après, c'est quand tu tousses beaucoup, et paf, ça peut péter. Ceux qui sont constipés après la chirurgie, qui doivent pousser très fort par la toilette, ça peut péter. C'est rare les éviscérations post-op, mais ça peut arriver. Ok. Donc tout ça, il faut faire gaffe. Ok. Et l'alimentation pour quand on gère, c'est le même risque de vomir. Parce que si tu charges trop ton intestin en mangeant, ça peut repartir à l'envers, tu peux te mettre à vomir. Il y a des opérations là, je pense à comment ça s'appelle l'estomac, l'opération de l'estomac pour réduire la sleeve. La sleeve. Là où il doit y avoir un suivi, je pense, particulier. Tout ce qui est chirurgie bariatrique, le bypass, la sleeve, nanogastrique, etc. Tu as 6 mois de préparation avant la chirurgie déjà. Ok. Donc toi, tu as un parcours préopératoire très long. Après, tu as la chirurgie et après, tu as le suivi normalement à vie quasiment des patients. Okay. Les surveiller, tu es censé, parce qu'en fait, on va réduire de 70% ton volume de l'estomac. Ok. Donc, 70, c'est énorme. C'est monstrueux. On te le coupe comme ça dans la longueur. Et en fait, c'est comme si tu avais juste un œsophage qui faisait comme ça tout le long, quoi. Après, le but, c'est de moins manger et de moins absorber ce que tu manges. Donc, il faut être efficace si tu veux faire une chirurgie. Et c'est durable, ça dure. Alors, une sleeve bien faite, oui. Après, il y a des patients qui reprennent un comportement alimentaire avant chirurgie qui revient parce que, par exemple, la sleeve était mal calibrée. Et donc, ça ne sert plus à rien. Mais après, l'avantage, c'est que tu peux convertir la sleeve en bypass. Tu peux faire une chirurgie différente après pour rattraper le tir, par exemple. Donc, ouais, la chirurgie, c'est pas magique, quoi. Genre, c'est pas parce qu'on se fait opérer. C'est le discours qu'on a. C'est exactement ça. On leur dit, la chirurgie qu'on vous propose, c'est rien de magique. 50% du traitement, c'est là-dedans. 50%, c'est nous. Donc, ça n'a strictement rien de magique. Oui, donc il y a vraiment l'aspect préparation mentale avant chaque opération est aussi importante que l'opération elle-même. Et psychologique. En fait, pour le coup, surtout ceux qui se font opérer d'une chirurgie bariatrique, on va les screener d'un point de vue psy pour des troubles du comportement alimentaire. Quand tu dis screener, ça veut dire on va rechercher un trouble du comportement alimentaire parce que ça, on ne va pas les opérer seuls. Et après, tu as ceux aussi qui ont des troubles psychologiques sous-jacents qu'on doit cerner aussi. Parce que toi, je vais te citer un exemple, mais toi, tu as des femmes qui se sont fait opérer, elles ont perdu beaucoup de poids,
Donc leur discours c'était je me retrouve belle, je me retrouve bonne, mon mec c'est un gros blaireau, je me casse, je divorce, chut, je vrille dans ma tête et en fait elle devenait folle. C'est-à-dire qu'en fait tu as une telle modification de ton image corporelle auquel tu n'es pas forcément préparé, parce que bon, c'est des gens bêtes qui se font opérer. Et donc ils maigrissent beaucoup, ils font plein de chirurgie esthétique et là ça vrille. Et leur vie part en cacahuète. Waouh. On s'approche de la fin de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous donner, si tu donnais un seul conseil pour éviter 80% des opérations, ça serait quoi? Pas de tabac, pas d'alcool. Genre de manière extrême, genre même pas genre un petit peu, c'est genre pas Que du dalle. tout. Ouais. En fait, quand tu regardes, en tout cas quand on apprend nos cours en médecine, moi c'est ce que j'ai toujours retenu, tous les facteurs, enfin un facteur de risque commun pour tous les cancers, c'est le tabac. Point. Ok. Peu importe l'organe, un facteur de risque c'était le tabac. J'avais entendu, on m'avait dit un truc, tu vas peut-être me dire si c'est vrai, que limite le cancer du poumon quand tu fumes, c'était le summum du cancer du fumeur parce qu'en fait il attaque tellement plus d'organes il va attaquer le cœur ou les gens meurent plus presque d'une crise cardiaque que du cancer du poumon en fumant. Le problème c'est que si tu développes un cancer du poumon que tu es un très gros fumeur, de l'autre côté tu as les artères qui sont pourries. En fait, les artères elles sont bouchées à cause de ton tabac. Donc c'est-à-dire que déjà de base tu développes un cancer, donc tu es affaibli à cause du cancer et en plus tu es pourri de partout parce que voilà par exemple un exemple des artères qui sont bouchées et tu peux développer des cancers sur tes autres organes en fait. Ouais, okay. Donc déjà, tu as une atteinte pulmonaire, donc déjà ta respiration qui est quand même un peu… la base, ça, c'est un peu la base. Si un jour on te dit, bah, tu as un cancer, on doit te retirer tout le poumon, il t'en reste plus qu'un pour vivre, et qu'en plus tu as toutes tes artères qui sont pourries, peut-être d'autres cancers dans d'autres organes, en fait tu te tiens une balle dans le pied, c'est un tueur lent. En fait, moi je dis toujours, comme le diabète ou les choses comme ça, c'est un tueur lent et invisible. Jusqu'au moment où il arrive quelque chose, tu vois. Mais c'est souvent quand il arrive ce quelque chose qu'il est déjà trop tard. Ouais. C'est-à-dire que tout ça, ça se travaille en amont, c'est comme un exemple bête, mais tu mets pas d'alarme chez toi tant que tu n'as pas été cambriolé. Bah, tu mets ton alarme avant et ça ne va pas arriver. Bah là, c'est pareil. Si tu ne fumes pas, tu réduis de manière drastique ton risque de développer un cancer. Alors, ce n'est pas parce que tu ne fumes pas que tu ne vas pas faire de cancer du poumon. Mais tu sais que si tu ne fumes pas, tu diminues largement ton risque de développer un cancer du poumon à cause du tabac ou développer d'autres pathologies induites par le tabac. Il y a une ancienne Miss France, là, je ne me rappelle plus de son prénom, qui est hyper… alors, je ne sais pas si je vais dire quelque chose, là, ce sera à vérifier. Hein, dites-nous en commentaire si c'est vrai ou pas. J'avais entendu qu'elle faisait grave du sport, grave des trucs, et elle a chopé une maladie hyper relou. Elle disait que elle était super déçue parce qu'en fait, elle a un rythme de vie qui est bien, elle mange pas gras, elle fait attention, elle fait du sport, elle fume pas. Et que là, elle avait une maladie qui était hyper handicapante de quelqu'un qui potentiellement, ça devrait arriver à quelqu'un qui fait tout mal, quoi. Ouais, alors moi j'ai toujours le même discours là-dessus, c'est que le cancer par exemple n'a pas de frontières. Tu peux être Elon Musk ou Trump, le cancer va te toucher, c'est parce que tu as plein de pouvoir ou que tu as plein d'argent qu'il ne va pas te toucher. Donc tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être jeune, tu peux être vieux, tu peux être une femme, tu peux être un homme, le cancer il va toucher n'importe qui. Et tu peux tout bien faire aussi? Voilà, tu peux tout bien faire, mais malheureusement, typiquement quand on parlait de mutation génétique, tu peux rien. Okay. Tu vois, si tu as des antécédents familiaux de cancer dans ta famille, des trucs comme ça, tu peux rien. Donc il y a des facteurs de risque environnementaux que tu peux modifier, qui sont variables, et tu as des facteurs de risque génétiques que tu ne peux rien faire en fait. Okay. Donc on sait que si tu fais attention à ta bouffe, ton sport, le tabac, l'alcool, enfin tous les trucs qu'on entend tous les jours, hein, tu sais que tu diminues ton risque, mais il ne sera jamais à zéro. Okay. En tout cas, tu sais que tu as plus de chances de vivre longtemps si tu fais attention à tout ça. Là, tu parlais du tabac, l'alcool. Ouais, l'alcool, c'est pareil. Alors après, l'alcool, ça entraîne beaucoup. Alors c'est plus la consommation chronique d'alcool. Après, même des consommations aiguës. Hein. Une grosse biture en soirée, tu peux te faire une pancréatite aiguë et tu meurs. Hein. Avec une grosse biture en soirée. C'est quoi une pancréatite? C'est quoi? C'est une inflammation de ton pancréas. Avec tu te mets une grosse caisse. Waouh! Tu peux te mettre une grosse caisse avec plein d'alcool, etc. Si à ce moment-là, ton pancréas n'a pas aimé et qu'il fait une inflammation du pancréas, tu peux en mourir. On peut mourir d'une… En fait, il va se nécroser ton pancréas. Dans les pancréatites très graves. Il faut beaucoup boire ou… Pas obligatoirement. Ok, c'est bien, j'ai peur aux gens comme ça. Ouais, non, voilà. Les deux causes des pancréatites, c'est les calculs dans la vésicule biliaire dont on parlait, qui peuvent partir dans la voie biliaire et entraîner une irritation de ton pancréas, ou l'alcool. Et l'alcool, au niveau du système digestif, est-ce qu'il y a des… Tu vois, toi qui opères souvent des gens, est-ce qu'il y a tu vois des conséquences de cet alcool? En fait, on parlait de l'œsophage tout à l'heure, donc cancer de l'œsophage.
Ok. Donc ça, les deux causes, c'est quoi, le tabac, l'alcool. c'est c'est des reflux gastriques. Alors ça, en fait, tu as deux types de cancers. Tu as l'adénocarcinome de l'œsophage qui est induit à cause du reflux acide. Ok, Donc là, c'est vraiment l'acidité de ton estomac qui remonte sur l'œsophage qui vient le brûler en fait dans le temps. ok. Et après, l'autre, c'est le tabac et l'alcool pour le coup. Les deux cumulés, ça augmente drastiquement le risque de faire ce qu'on appelle le carcinome épidermique. Donc c'est un autre type de cancer de l'œsophage, mais qui cette fois-ci est induit à cause de ça. Et là, pour le coup, c'est l'agression environnementale qui va entraîner ce cancer. Et donc c'est souvent des cancers comme le poumon extrêmement agressifs parce que ce sont des patients qui sont déjà très fragiles parce qu'ils boivent et qu'ils fument. Ok. Et après, tu as le cancer du foie, ça ne veut pas te l'apprendre, mais tu as la cirrhose et le cancer du foie. Donc en fait, c'est dingue parce qu'en fait, là, les gens quand on fait l'apéro, ça arrive à tout le monde de faire l'apéro. Généralement, alors moi je fume pas, mais généralement, qu'est-ce que tu fais quand tu bois? Bah, tu fumes une cigarette. Donc le combo le pire ever, Voilà, c'est ça. Alors, cigarette et alcool. c'est pas Ok. une fois, si tu fais ça une fois Non, par non. mois, c'est pas grave. Ok. Mais c'est toujours pareil, c'est de manière chronique et répétée. Tu vois, Ok. c'est le fait de faire dans le temps. Et c'est toujours pareil, on a l'impression, ouais, c'est bon, on s'en fout, gna, gna, gna. Mais après, c'est que quand ça t'arrive, tu te dis putain, j'aurais pas dû. Tu vois. Et donc, on est là justement pour éviter d'arriver face à ça. Quelque chose archi connu, mais là, je pense qu'il est hyper bien rappelé, en tout cas, cigarette, tabac, pour éviter 80% des opérations. Si on donne ça un peu comme ça, hein, mais au moins, si ça peut rentrer dans la tête des gens, c'est plutôt une bonne Ouais, mais nouvelle. je pense que toi, ça se médiatise de plus en Ouais, plus. ça Quand même. Et arrive. quand tu vois Ouais. le prix du paquet de clopes, il y a 10 ans et maintenant, déjà, je pense que d'un point de vue financier, il y en a quand même beaucoup moins qui Et achètent. même les apéros, hein, les happy hour en terrasse ou des trucs comme ça, aujourd'hui, Ouais, voilà. c'est ça. Non, voilà, bien sûr. Hein. Donc, tu as aussi le côté financier qui fait que les gens, je pense, achètent moins, consomment moins, et on n'a plus cette mentalité food ici. Il y a une règle dont tu m'as parlé quand on préparait cette interview, c'est la règle des 3 A. Oui. Tu peux nous dire en détail qu'est-ce Alors, que c'est? la règle des 3 A, en fait, c'est ce qu'on apprend, ce sont des signes communs un peu à tous les cancers. C'est-à-dire que quand tu as un cancer qui peut se développer dans ton corps, alors encore une fois, ce n'est pas parce que tu as les 3 que tu as un cancer, Ok. mais ce sont des choses qui peuvent t'alarmer. Donc les 3 A, c'est quoi? C'est l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement. L'asthénie, c'est quoi? C'est que tu es plus fatigué que d'habitude et tu es fatigué un peu tout le temps. Ok. Fatigue chronique, quoi. Voilà, une Ouais. fatigue chronique. Après, tu as l'amaigrissement. Tu perds du poids alors que par exemple, tu ne fais pas de régime. Ah ouais. Tu perds ok. du poids de manière involontaire, tu vois. Tu te dis, bah, pourquoi je perds du poids? Et après, tu as l'anorexie, alors qui est différente de l'anorexie mentale. C'est-à-dire que tu as un peu un dégoût de la bouffe et tu manges moins. Ok. Donc, je te dis bien, c'est différent de l'anorexie mentale où les gens se focalisent sur la bouffe et ils ne mangent plus de par eux-mêmes. Mais là, c'est vraiment ça. Donc, l'asthénie, l'anorexie et l'amaigrissement, ce sont la règle des 3 A qu'il faut connaître et qui sont, enfin, en tout cas, communs Putain, en grande partie des cancers. cette règle, c'est marrant parce qu'on a fait un podcast avec Marion Stenten, qui est une amie, et son mari a eu une leucémie, c'est bien terminé pour Ouais. le coup, il en a même eu à répétition, et elle expliquait qu'ils n'ont pas vu, si vous avez vu cet épisode ou si vous n'avez pas vu, allez le voir, elle en parle, en fait c'est parce qu'on la connaissait, je ne la connaissais pas cette règle, mais en fait elle l'explique, elle le décrit en expliquant que il était fatigué, mais bon, comme on bossait beaucoup, ça allait. On trouve Puis, toujours des excuses. Hein. Et le je crois que le deuxième élément, c'est il a un peu perdu de poids, mais il faisait un petit régime. Donc on s'est dit, fatigue plus régime, hyper grave du poids. Et un jour, pour le coup, il n'y avait pas l'anorexie, où il avait plus trop envie. En tout cas, elle l'a pas évoqué. Mais par contre, le jour où ils ont consulté, ils lui ont dit, monsieur, c'est hyper grave, vous avez c'est une ça. leucémie. En fait, quand tu as les c'est 3 parti, quoi. cumulés, c'est surtout quand tu as les 3 cumulés où faire extrêmement attention. Tu Ok. vois, c'est vraiment les 3 cumulés. Mais toi, tu cites l'exemple d'une leucémie, mais après, on peut parler par exemple des lymphomes. Chez les jeunes, tu vois, ceux qui ont une boule. Toi, par exemple, tu as une petite boule sous les selles ou tu as une boule ici au niveau du cou que tu as depuis, je sais pas, 1 an ou 2. Et Ouais. elle est toujours là ou elle grossit un tout petit peu. Mais tu dis, ouais, bon, ça grossit un peu. Take care, en fait. Il faut faire extrêmement attention là-dessus. Ceux qui ont des sueurs nocturnes, tu Ok. sues la nuit de manière assez importante. Pareil, attention. Ça, c'est des cancers du sang. Ça, ce sont des signes indirects de cancer du sang. J'en connais là qui regardent ça, qui Là, doivent j'ai se des gros dire, hypochondriaques. qui là, disent, là, oh, ils sont en putain, train de- j'aurais pas dû regarder j'ai cet sué épisode. cette nuit. Ouais, c'est ça. J'ai regardé Evaluate avec Roger là et Alex J'aurais là. pas Et là, c'est bon. Après, on peut citer plein de signes comme ça pour plein de cancers. Hein. Mais Ouais. encore, c'est pas parce que tu l'as que tu as un cancer, mais faut faire attention. Tu peux nous parler de ton livre là, on arrive sur la fin. Donc là, on a eu plein d'éléments et franchement, merci et beaucoup pour toutes ces anecdotes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont adorer. Dans ton livre, qu'est-ce qui va se passer? Tu parles de quoi? Pourquoi il faut qu'on court l'acheter? Qu'est-ce qu'on va y retrouver à l'intérieur? Alors, donc, effectivement, avant de faire le podcast, donc j'étais parti faire mon shooting photo pour la première de couverture. Donc là, on est parti déjà un petit peu sur le thème secret de bloc opératoire. Ouais. En gros, je vais faire ce qu'on appelle du storytelling, Ok. où je vais en tout cas parler de mes histoires de chirurgie un peu les plus improbables, en tout cas qui m'ont marqué moi, et je vais les écrire de telle sorte que le lecteur soit presque à la place du chirurgien.
Putain, génial. Pour essayer de rentrer un peu dans ce monde secret qu'on ne connaît pas beaucoup, parce que c'est vrai que si tu n'es pas du milieu, tu connais rien, parce que c'est un milieu qui est quand même très fermé. Donc le but en tout cas de l'écrire, ça sera dans ce sens-là. Et après, comme moi j'aime bien quand même vulgariser un peu la médecine, la chirurgie et transmettre un peu mes connaissances et ce côté pédagogique que j'aime bien, à la fin de chaque histoire, je fais un petit encadré, t'inquiète, pas de panique, mon cher explique, un truc comme ça, et je fais un encart pédagogique par rapport à la thématique de l'histoire. Ok, putain, génial. Pour que tu aies à la fois du storytelling et un truc pédagogique intéressant. Et je vais mettre des QR codes qui vont renvoyer sur des vidéos que j'ai faites dédiées. Si tu veux par exemple voir un peu plus, mais en mode schéma ou en mode vidéo, des trucs comme ça, que je travaille en plus sur Insta, quoi, tu vois. Parce qu'en plus de faire ce livre-là, tu es aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, Ouais. qui est une compétence à part entière. Hein. Ouais. Pour le coup, c'est pas super évident. En plus, en tant que médecin, parfois, en tant que chirurgien, communiquer sur les réseaux, c'est quand même pas le truc le plus facile du monde à faire, surtout en France, Ouais. que c'est plus facile dans tous les autres pays sauf en France. C'est Tu sûr. as développé aussi une capacité à communiquer. Et pour de vrai, tu communiques hyper bien. Les histoires, tu vas te régaler. Hein. Là, je pense que les réseaux sociaux, même dans ta façon d'être, c'est hyper cool. Tu as développé ça. C'est toi qui l'as. C'est un peu naturel. Tu l'as développé. Tu l'as travaillé. Comment tu as fait pour À faire la ça? base, c'est à cause ou grâce à ma femme. Pas mort. On va En dire gros, grâce. On va dire on va grâce. dire grâce. Hein. En fait, quand je suis parti de l'hôpital, j'en avais marre de l'hôpital, de la fonction publique, donc je suis parti m'installer en clinique privée, mais en plein Covid. Donc déjà, activité réduite et en plus, tu n'as pas d'interne à former. Moi, c'est ce qui manquait, c'est de former les internes, les externes pour qu'ils deviennent des futurs chirurgiens, tu vois. Donc ma femme disait qu'elle me sentait un peu dépressif. Le burn-out commençait un peu à arriver, tu vois. Vraiment, là, tu le dis avec le sourire, mais tu penses que. Non, Ok. j'étais. C'est parce qu'elle sentait que j'avais pas la niaque comme je l'avais avant, tu vois. Elle Ok. sentait qu'il me manquait quelque chose. Et donc c'était ça, ce truc qui me manquait, c'était le partage des connaissances. Elle me dit, bah, je fais des trucs, parce qu'elle suivait déjà beaucoup de médecins sur les réseaux et tout. C'est qui me dit, hey, je fais un truc sur les réseaux, t'as la chat, tu parles bien, t'aimes bien transmettre, fais. Bon, là-bas, je dis, oh, fais chier. Enfin, moi, en plus, là-bas, les réseaux, c'était pas trop mon dada, tu vois. Donc je fais, vas-y, why not? Et donc j'ai commencé comme ça. Alors j'ai mis du temps à me trouver les C'est pas montages. évident. Non, franchement, c'est pas évident. Je pense que j'ai mis 1 an avant de, pas de percer, mais avant que ça marche, tu vois. J'ai mis un an avant de réussir à créer mes montages, parce que moi, je fais tout seul. De A à Z. Hein. Tout. Il n'y a personne qui m'aide. Hein. Je fais tout seul de A à Z. Alors là, je fais des petits trucs avec Dr Good chez Webedia, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est eux qui font les montages. Mais là, ça fait 3 ans que je suis dessus avant de commencer à faire des trucs avec d'autres personnes. Mais sinon, j'ai toujours fait tout seul. Et le but, c'est effectivement de rendre accessible quelque chose de compliqué. Parce que moi, ce qu'on me disait tout le temps, c'est que quand ils sortent d'une consultation, par exemple, un cas chirurgien, ils n'ont rien compris à ce qu'on leur a expliqué. C'est exactement ça, ouais. D'accord, bon, ok. Et donc, moi, j'essaye d'expliquer avec des schémas, des mots simples, ce qui va leur arriver. Et en fait, moi, j'ai plein de retours. Ils me disent, bah, toi, quand on comprend, on appréhende moins, on démystifie comme ça des trucs anxiogènes et on appréhende moins d'aller se faire opérer. Mon but, c'était de faire ça, tu vois. Alors, je suis parti un peu dans de la médecine, dans de la chirurgie, etc. Et donc là, j'essaie de plus m'orienter, en tout cas, dans la sphère chirurgicale ou gastro-entérologique pour rester un peu dans ma discipline. Sinon, après, on s'égare un petit peu partout. Parce qu'au début, je répondais, tu vois, il y a plein de commentaires. Ah, fais-nous un truc sur ça, fais-nous un truc sur ça. Ouais, d'accord, ok. Et en fait, je pense que je me suis un peu laissé prendre au jeu. C'est normal, toujours. Et voilà, tu vois, un peu dans les débuts. Et là, je me réaxe un petit peu pour rester un peu dans mon truc à moi, quoi. Tes projets futurs, parce que là, il y a le livre, il y a la chirurgie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent pour la suite? Bah ouais, écoute, on m'a sollicité pour faire pas mal d'encadrer justement. En fait, moi, tu vois, je fais partie d'un groupe qui a racheté notre clinique, donc ça s'appelle le groupe Vivalto. C'est un très gros groupe qui a plein de cliniques et d'hôpitaux en France. Et donc là, on m'a sollicité pour animer une assemblée générale qu'ils font une fois par an, où tu as tous les hôpitaux cliniques qui se réunissent avec les directeurs, etc., où on traite plein de thématiques. Donc ils m'ont demandé d'être l'animateur parce qu'ils cherchaient quelqu'un du métier et qui est un peu là-dessus, etc. Donc je vais faire ça. Il y a GL Event, une grosse entreprise d'événementiel qui m'a sollicité. Alors ça, c'est à voir avec eux, ça va se faire ou pas, mais il y a des congrès de chirurgie qui vont se mettre en place et idem, ils voudraient voir si je pourrais éventuellement essayer de les animer et tout. Là, je commence à rentrer dans une grosse étude pour le kyste sphénoïdal en radiofréquence dont on a parlé avec Paris, pour inclure plein de patients pour voir est-ce que cette technique elle est bien ou pas et essayer de la surdévelopper par la suite. Donc là, pareil, il va y avoir un congrès qui va se mettre en place pour présenter les résultats de notre étude. Donc ouais, il y a plein de trucs enchaînés et le bouquin, je pense que ça va prendre quand même pas mal de time. Hein. En tout cas, ce qu'il faut faire, je pense, c'est te suivre un peu partout. Sur Insta, J'ai Insta, je fais TikTok, Facebook, LinkedIn. YouTube bientôt peut-être? Ouais, je sais pas, parce qu'après c'est encore notre plateforme. C'est encore une autre plateforme, je te confirme. C'est un autre délire YouTube parce que c'est des versions longues, c'est des autres travails et tout, donc je crois pas. En tout cas, bah là, Insta, TikTok et tu m'as dit Facebook, LinkedIn. Facebook, LinkedIn.
N'hésitez pas, on n'hésite pas à le suivre. Et merci infiniment pour cette interview. Ça a été, je pense qu'on a abordé plein de trucs. Et ce qui est encore plus ouf, c'est qu'il y a encore plus de trucs dans ton livre. Donc merci Oui. d'être venu nous partager quelques éléments et de ces anecdotes. Merci infiniment. D'ailleurs, le Alexandre. bouquin sort en septembre. Normalement, le podcast sortira au bon moment pour le On devrait livre. être bien. On devrait être bien. Merci beaucoup. Avec Alex. plaisir. À très vite. Avec plaisir.